Ok, on est parti Allez, pour 5 heures là. 5 heures. Top. Bonjour Benjamin Tognuti. Salut. J'allais dire, je suis ravi de t'accueillir, mais je suis plutôt ravi que tu m'accueilles pour pouvoir tourner tous ces podcasts. Il faut que je fasse un peu la pub là. Faut que je parle du projet de la nouvelle chaîne YouTube en anglais, Ok. parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne en français, où en gros, il y aura des vidéos avec plein d'internationaux, donc ça s'appellera Jérôme Volleyball. J'ai pas fait dans l'originalité. Comment ça se passe cette saison à IHMBA? Comment tu vas en ce moment? Ça va bien, écoute. Saison, comme mon dernier post Insta, un peu de haut et des bas. On a commencé la saison avec une nouvelle équipe, quasiment une équipe renouvelée à quasiment 100%. Il y avait que Anton, Breme, moi et Kaczmarek qui restaient, du 6 on va dire de base. Tout le reste a changé, donc voilà, faut s'adapter un petit peu. On a eu pas mal de blessures. Le libéro de l'équipe nationale, le deuxième, Max, est venu au club et en préparation, il s'est cassé le pouce. Du coup, il a dû se faire opérer, donc pendant 2 mois, il était absent. Après, on a eu aussi Anton Breme qui était absent pendant presque un mois. Nico Schergen aussi qui a été absent pendant 3 semaines. On a gagné quelques gros matchs contre des grosses équipes comme Zawiarche, Resovia, à Lublin. On a aussi fait des mauvaises performances comme à Suwałki. Donc voilà, on a un peu de haut et de bas, mais l'objectif là, c'est maintenant de finir du mieux possible, arriver en play-off à la meilleure place possible. Là, on est sixième à peu près. Donc on va essayer de finir aux alentours de la sixième, cinquième place si on peut. Et arriver tous en forme pour les playoffs. Et puis après, c'est un nouveau championnat. Bon, là, l'idée, c'est de faire un peu le tour de ta carrière et il y en a des trucs à dire. Ça fait des années et des années. Mais avant de parler un peu purement du volley, en termes de vie perso, t'es papa de 3 enfants, de 3 filles qui sont à 7. Ouais. Je sais pas si tu veux parler un peu de ça, de comment gérer une vie de famille comme ça, un peu à Si. distance. Si, ouais, j'ai trois filles. On n'a pas réussi à faire de garçons. Malgré 3 essais. Donc là, ouais, la plus grande Lilou qui est née en 2015, la deuxième Mia qui est née en 2019 et la dernière Nola qui est née en 2023. Au départ, elles étaient avec moi, Lilou, Mia et même Nola sa première année en Pologne. C'est la deuxième saison maintenant où elles sont un peu plus à 7 parce que la grande, va avoir 11 ans et du coup, elle commence un peu à avoir sa vie un peu sociale. Ses copines, le volley, l'école qui devient de plus en plus important. Avant, on faisait un peu l'école à la maison en France, elle allait à l'école en Pologne. Donc c'était un peu plus compliqué à gérer. Là, ils viennent toutes les 6 semaines à peu près pour les vacances scolaires. En règle générale, elles viennent 2 semaines ou 3 semaines. Donc on gère comme ça. Donc c'est pas facile. Mais voilà, on a décidé comme ça parce que aussi la plus grande, elle grandit et on veut qu'elle ait une stabilité, on va dire, dans sa vie un peu personnelle, qu'elle grandisse avec ses copines. Donc voilà, on essaie de profiter un maximum quand elles viennent. Et voilà, pour l'instant, ça va. Est-ce que, parce que tes filles font du volley aussi, est-ce qu'elles ont conscience de ta carrière, tu vois? J'imagine que pour la petite, c'est moins, du coup. Non, ouais, c'est vrai que la petite, je pense qu'elle s'en rend pas compte du tout. Lilou peut-être commence un peu à prendre conscience, même si pour elle, ça reste abstrait un peu parce que Bah, c'est papa, quoi. c'est papa, quoi. C'est papa, donc c'est un peu particulier, mais je pense que au fur et à mesure des années, elle va prendre de plus en plus conscience un petit peu de ça. Je pense qu'elle s'en rend compte aussi parce que quand elle est avec moi en Pologne, après les matchs, on demande beaucoup de photos, beaucoup d'autographes, même quand je vais des fois, quand on part à un centre commercial, on m'arrête pour faire des photos, surtout en Pologne, un peu moins en France. Mais je pense qu'elle s'en rend compte, mais je pense que peut-être plus tard, elle prendra, voilà, elle se dira, mon papa, ouais, il a fait une belle carrière, etc. Mais je pense plus tard, là, elle est dans le présent, elle s'en rend peut-être pas compte, je pense, assez. Enfin, elles sont quand même encore relativement jeunes, comme tu disais, donc Ouais. c'est vrai que c'est plus Ouais. compliqué de s'en rendre compte. J'avais fait un podcast avec Hubert Hainaut, et à la fin, je lui avais dit avec qui, pour toi, je devrais faire un podcast, et il m'avait répondu Benjamin Tognuti. Ok. Qu'est-ce que t'as de bien fou À raconter? à nous dire? Je pense pourquoi Hubert peut-être a voulu que je participe à ce podcast. Je pense qu'on voit le volley peut-être un peu de manière un peu similaire. Je pense que c'est un grand passionné de volley. Je suis un grand passionné. Depuis que je suis jeune, je dédie un petit peu ma vie un peu à ce sport. Ma famille reste la chose la plus importante.
Ma femme est incroyable pour gérer toute la famille et jamais. Enfin, je lui dis à chaque fois que c'est la meilleure des mamans, avec ma maman aussi. Je pense qu'on a des valeurs un peu communes avec Hubert sur le volet, etc. Donc voilà, je pense qu'il voulait aussi m'entendre parler de volet, je pense, de tout ça. Ah, lui aussi, hein, qui a sa famille maintenant qui tourne quand même pas mal autour du volley. On en parlait, nous deux, en off, mais est-ce que t'aimerais que tes filles fassent une carrière si elles en ont la possibilité? Oui, mais je suis pas omnibulé. Je veux dire, si ça se passe, ça se passe. Mais voilà, je suis content d'aller la voir à l'entraînement quand je peux, d'aller la voir en tournoi, de pouvoir jouer avec elle dans le salon ou dehors. En cassant des objets ou pas? Non, ça va, ça va. On a acheté les ballons qu'il faut pour pas. Je suis pas un papa qui mettra la pression, etc. ou qui va essayer de vivre un peu à travers la carrière, à travers sa fille. Elle aime aller à l'entraînement, elle aime se régaler. C'est le plus important. L'été, elle fait les stages de beach volley à la plage à 7. Il faut qu'elle trouve du plaisir en fait. Pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer au volley quand j'étais petit. Et après, c'est arrivé un peu plus tard, quoi. J'étais pas omnibulé, moi, quand j'ai commencé à jouer, à faire une carrière de. C'est arrivé plus tard, quoi. Moi, il y a beaucoup ça dans les réseaux sociaux, tu vois. Maintenant, les gens qui se lancent, je sais pas, sur YouTube, sur Insta, ils se lancent pour péter, tu vois. Et ils se lancent pour faire une carrière. Pour compléter ce que je disais, genre à l'époque, quand tu lançais YouTube, les tontons là qui sont en place maintenant, ils faisaient ça juste parce que ça leur plaisait de partager. Ils avaient même pas conscience de pouvoir gagner leur vie avec ça un jour. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est un peu pareil dans le volley, que maintenant il y a beaucoup de jeunes qui veulent péter, enfin les gens qui veulent péter c'est bien, mais tu vois, qui se lancent vraiment avec une idée précise en tête, quoi. Je pense dans le volley, non. Autant dans d'autres sports, je pense que peut-être il y a cette notion un peu de l'argent, etc., qui fait un peu peut-être tourner la tête. Quand tu parles, tu vois, de ça, des réseaux sociaux, forcément. Réseaux sociaux, clairement, avec maintenant les youtubeurs, etc., qui gagnent énormément d'argent, je pense que ça pousse des jeunes à vouloir faire ça. Mais je pense dans le volley, en tout cas, je pense pas. Je pense que ça reste un sport, on va dire, assez famille, un peu passion. J'ai jamais entendu quelqu'un, tu vois, un jeune, tu vois, je veux faire du volley Pour l'argent. pour l'argent, quoi. Enfin, quand t'es jeune, quoi. Je pense pas du tout, quoi. J'ai parlé un peu de tes débuts dans le volley. J'avais vu un vieux reportage, comme je t'en parlais tout à l'heure, qui parlait un peu de ta famille, etc. Et je sais plus si je me trompe ou pas, mais il me semble que tes parents étaient pas dans le volley. Ils étaient pas joueurs, je crois. Non, enfin, si, amateur. Mon père, il a joué au niveau amateur. Ok. Ma mère, elle a commencé beaucoup plus tard, un peu en loisir, etc. En fait, ils étaient dans le club de Fastat, tu vois, dans le club à côté de Mulhouse. Mon père était président du club, ma mère était secrétaire. Donc, j'ai toujours été dans les salles quand j'étais petit. Ma sœur jouait au volley dans le club, mon grand frère aussi. Donc, j'étais dans les salles samedi et dimanche. J'étais tout le temps dans les salles, toute la journée. Dès qu'il y avait un temps mort, je jouais contre le mur, entre les sets, un peu avec le filet. Et voilà, c'était ma vie, on va dire, de jeune, quoi, de jeune. Et toujours dans ce même reportage, du coup, on parlait de ta taille en disant que voilà, on t'avait dit que ça allait pas forcément être facile, qu'il y a même des gens qui te disaient que c'était limite mort pour être pro. Comment tu te sors de ça, tu vois? Est-ce que c'est des gens qui te disaient ça à toi directement ou c'était plutôt à tes parents? Non, je pense pas à mes parents, ou alors ils me l'ont pas dit, tu vois. Il y a eu une personne, ouais, je me rappelle, qui m'avait dit en sélection nationale, quand j'étais minime, je crois, où on m'avait dit que ça allait être compliqué pour moi de faire, que j'étais très fort techniquement et tout, mais que ça allait être compliqué de faire pour une carrière, quoi. Donc c'était pas tout le monde qui me le disait, quoi. C'était Ok. pas genre, c'était pas à chaque interview on me disait ça, quoi. C'était Ouais. une ou deux personnes qui m'ont fait un peu comprendre, et j'ai jamais eu les choses facilement, quoi. Donc ça aussi, voilà, ça, j'ai toujours bossé énormément et été passionné pour arriver là où je suis, quoi. T'as été formé en tant que libéraux, non? En jeune. Ouais, alors je jouais un peu à tous les postes. En vrai, dans mon club à Fastat, je jouais un peu en minime à tous les postes. J'étais assez fort techniquement, donc on tournait. On était deux joueurs très techniques, donc on jouait même des fois en 4-2. Quand il était arrière, il faisait la passe. Quand j'étais arrière, je faisais la passe et on attaquait quand on était devant. Donc on faisait un peu tout, quoi. Et après, quand plus j'ai grandi, j'étais au pôle sport de Strasbourg. J'ai commencé à la passe, à me former vraiment à la passe. Mais le week-end, je jouais en National 3 à Fastat, plus en tant que libéraux, Ok. parce qu'il y avait un passeur d'expérience qui jouait. Et après, je suis allé au CNVB au bout d'un an en tant que passeur, mais il y a eu des blessures un petit peu, il y avait des blessures. Du coup, le libéraux qui était Edouard Rolandson, eh ben, il avait dû jouer récep attaque.
Donc moi, je devais dépanner un peu sur les matchs en libéraux la première année. Donc c'était bizarre parce que je jouais du lundi au mercredi, je jouais à la passe, je m'entraînais à la passe, j'étais plus jeune que les autres, mais j'avais pas le niveau pour être premier passeur dans l'équipe. Ok. Et le jeudi, vendredi, je m'entraînais libéraux avec l'équipe et je jouais en N1 du coup libéraux, quoi. Donc c'était une bonne expérience. Et à partir de la deuxième année, les anciens ils sont partis en club pro et moi du coup je suis resté et là j'étais vraiment le premier passeur du CNV, quoi. T'as pas voulu prolonger, quoi, l'expérience Non, libéraux? non, c'était bien, mais ça me correspond pas assez. Je veux dire, déjà de un, je suis pas un guerrier en défense comme Genia ou tu vois. En réception, je me débrouillais bien parce que techniquement j'étais bien, mais en défense, voilà, c'était pas mon poste, quoi. Moi, ce que j'aimais, c'était faire briller les autres. Je kiffais. J'ai toujours aimé faire briller les autres, faire des belles passes, qu'ils fassent une belle attaque, parce que tu vois, je prenais du plaisir à ça. C'était une question que j'avais prévu de te poser, ça. Comment tu prends du plaisir à ton poste? Parce qu'effectivement, bon, tu vas pas briller par les statistiques, tu vois, ou ce genre de choses. Par ce que je viens de te dire, tu vois, par un gars qui fait un gros match à l'attaque, par un gars qui va progresser dans une année, un mec qui après avoir joué avec moi une saison, il explose. Par plein de choses comme ça, par des petits détails, tu vois, qui font que le gars il progresse avec moi, qu'il se sente bien, qu'il fasse une bonne saison. En début de saison ou avec l'équipe avec laquelle je joue, j'essaie toujours d'essayer de comprendre rapidement qu'est-ce que l'équipe va avoir besoin en termes de jeu pour qu'elle soit le plus performante possible et que j'arrive à tirer le meilleur de l'équipe, en fait. Il faut que j'arrive à analyser un petit peu quels sont les points forts et les points faibles de chaque attaquant et justement essayer de les amener là où ils sont forts pour justement que l'équipe elle joue le mieux possible, tu vois. Voilà, c'est un peu le travail que j'essaie de mettre en place sur les pré-saisons, avant les matchs et aussi la gestion un peu émotionnelle des matchs, quoi. Du Voilà. coup, tu regardes avant d'arriver dans un club ou dans une nouvelle équipe, ou avant l'arrivée des nouveaux joueurs, tu regardes vachement comment ils jouent en sélection, etc., leurs anciens matchs et tout. En règle générale, vu que je regarde beaucoup de matchs, je connais tous les Tu les as joueurs. déjà vus passer. Et du coup, j'arrive déjà à me faire une idée un peu de comment est le gars. Après, je ne le connais pas au niveau du caractère, etc. Mais dans le jeu, je sais là où il va pouvoir être performant, quoi. Ça, ouais, je pense que j'arrive à bien l'analyser, quoi. Bon, une dernière question sur la taille, parce que j'ai pas envie de faire toute l'interview là-dessus, mais comment tu vois l'évolution du volley moderne, enfin l'évolution du monnaie et du coup du volley moderne à la passe? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir ton profil, tu vois, physique, avec tous les mecs qui arrivent, les grands, les puissants, les... Ouais, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, je trouve que ça dépend beaucoup c'est par génération un peu. Je me rappelle qu'il y a 15 ou 20 ans, eh ben, on voulait que des passeurs grands. Après, il y a eu plein de petits. Ça dépend un peu de qui il y a sur le moment, en fait. Alors oui, là, en ce moment, on n'est plus beaucoup de petits, c'est vrai. Mais je n'ai pas de certitude que dans 10 ans, t'es pas les 4-5 meilleurs passeurs, ce ne soient pas de nouveau des gars qui fassent 1m90 ou 85 ou 95, tu vois. Ouais, quand on dit Je veux petit, dire, bien sûr, c'est pour le volley, quoi. Donc, il n'y a pas de certitude pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'évolution à se dire, ou même des jeunes joueurs qui se disent, je ne peux pas jouer passeur parce que je suis petit et que maintenant, il n'y a que des grands passeurs. Je pense que c'est vachement par génération et par moment un petit peu, je pense. Ouais. Et est-ce que tu penses que les clubs, eux, pas ça les effraie, mais tu vois, ils réfléchissent à ce genre de choses? Je Parce que pense. du coup, tu dois construire l'équipe un peu différemment, ou en tout cas, le plan de jeu est différent, quoi. Ouais, je pense que des fois ça fait réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà des équipes qui se sont dit je prends pas un passeur comme ça parce que ça je sais pas. Je pense que tout est une question d'organisation, d'équilibre dans l'équipe. Je pense que maintenant avec les systèmes de jeu, tu peux vraiment que ce soit presque une plus-value, tu vois, pour ton équipe. Donc non, je pense que, enfin en tout cas moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois, que mon agent il me dise non ce club il veut pas te prendre parce que tu es petit, entre guillemets, tu vois. Le plus important, c'est que l'équipe, elle joue bien, qu'il fasse jouer l'équipe. Donc voilà, je pense que... Après, c'est sûr que si le passeur n'a pas la qualité technique Ouais, ouais. et pas le physique, forcément. C'est sûr que, bon, bah, si c'est pas faire de passe, ça va être chaud. Est-ce que tu avais des joueurs qui t'impressionnaient à l'époque, quand tu as commencé vraiment à t'intéresser au championnat, etc., en France ou ailleurs, hein? Ouais, il y a eu plein de joueurs. Je pense que celui que j'ai vu le plus de vidéos, c'est Ricardo, le passeur brésilien. J'adorais Lloyd Ball aussi, le passeur américain, alors qu'il n'est pas du tout de mon physique, tu vois. Il fait 2m2, 2m3, mais j'adorais son charisme un peu sur le terrain. Nikola Grebic, des passeurs qui sont pas du tout comme moi, on va dire physiquement, mais j'aimais bien ce qu'il dégageait, quoi, sur le terrain en termes de sérénité
prestance un petit peu. Mais c'était déjà très centré sur les passeurs, du coup. Ouais, j'étais fan de Samuel et Papi. Et dans ma famille, en règle générale, on était fans et c'est pour ça que je jouais avec le numéro 6. Ok. Dans ma famille, tout le monde jouait un peu avec le numéro 6, un peu à cause de lui. Et c'est pour ça qu'on joue avec. Ouais. Donc voilà, après dans le championnat de France, c'est vrai que là, les années Paris-Volley là, avec Ken Greaves, c'était bien aussi comment il jouait. Loïc de Kergray, j'aimais beaucoup. T'as pas fait la même coupe par contre. Non, je n'ai pas fait. Non. Mais voilà, en règle générale, il y a beaucoup de joueurs que j'ai aimés, que j'ai regardés, etc. Mais c'est vrai que je me suis vite, on va dire, concentré sur les passeurs. Est-ce que quand t'as commencé à comprendre que tu pouvais faire une carrière, t'avais déjà la volonté de faire une longue carrière? J'y ai jamais pensé. Ok. Jamais je me suis dit j'ai envie de jouer jusqu'à 35, 40, 42 ans, je sais pas. Ce que je veux faire en fait, c'est le faire à fond, quoi. C'est le faire à fond. Et que le jour où vraiment j'ai plus cette volonté où j'arrêterai, quoi, entre guillemets. Mais tant que j'ai ce truc en moi, si je me sens bien physiquement, je continue, quoi. Voilà. Donc non, j'ai pas de plan où quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit bon, j'ai envie d'arrêter à 35 ans ou quoi. Non. Pour moi, ça passe très vite, quoi, la carrière. Je suis plus vers la fin que sur le début, mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et je me sens bien, donc pour l'instant, ça va. T'as joué du coup plusieurs saisons à 7 en début de carrière. C'est la vie de cœur un peu. Ouais. Comment ça se passait un peu les arrivées en pro en tant que jeune passeur quoi, qui arrivait, qui devait faire un peu ses petites marques? C'est la dernière année au CN, au CNVB, tu fais des stages en club pro pour tester un peu, pour justement te montrer. Même si les clubs ils te connaissent, parce qu'en plus la dernière année CN on joue en Ligue B, donc on avait plus de vision déjà par rapport au club pro. Et du coup j'étais allé faire un stage à Sète, à Montpellier, à Poitiers. Et du coup pendant les périodes un peu du marché qui commençait, j'avais reçu des propositions de quelques clubs comme j'avais reçu Tours, j'avais reçu Poitiers, j'avais reçu Montpellier je pense, j'avais reçu Sète. Comme deuxième passeur, et j'avais cette volonté de jouer, j'avais envie de jouer. Du coup je regardais plus du côté à voir où est-ce que je pourrais avoir le plus de temps de jeu, mais sans avoir la certitude, quoi. Et j'ai reçu une proposition aussi de Saint-Nazaire qui à l'époque était en Pro B et qui avait le projet de monter en Liga, et j'ai failli signer à Saint-Nazaire en Ligue B. Okay. J'ai failli signer à Saint-Nazaire en Ligue B pour jouer et essayer de monter en Liga. Et au dernier moment, Patrick Duflo, du coup, qui était l'entraîneur de 7, m'a appelé et m'a dit qu'il changeait un peu d'idée. Il devait prendre un risque un peu pour des problèmes un peu économiques, quoi. Une petite baisse de budget. Il devait prendre un petit risque sur un poste et qu'ils avaient décidé de le prendre sur le poste de passeur. Donc que si je venais à 7, je serais premier passeur. Donc là, ça a changé complètement les plans. Donc ma décision a été rapide. J'ai signé très rapidement à 7, mais sans savoir que j'allais être prêt, quoi. Entre guillemets, j'étais au CNVB, j'avais jamais joué en Pro A. Je me rappelle tout le temps je me rappellerai toujours que l'année du CN, tu vas voir comme ça à Montpellier, tu vas un peu à 7 à Montpellier voir les matchs des pros, quoi. J'étais allé voir un match à 7, donc j'avais déjà signé à 7, personne ne le savait, j'étais dans les tribunes. Et je regardais le match, c'était 7 contre Cannes. Et à Cannes, il y avait tous les internationaux. Il y avait Castard, Touya, Pujol, Gérald Hardy de Source, Jean Drey, il y avait tous les internationaux. Et à 7, il y avait Gavin Schmidt, un pointu canadien, super physique, Kapfer, Manu Ragondet. Qui joue encore d'ailleurs. Et là, je regardais le match et je me disais, là, dans 4 mois, c'est moi sur le terrain. Et je me suis dit, mais je ne suis pas du tout prêt. Tu vois, j'étais dans les tribunes et je me suis dit, mais est-ce que je peux encore signer à Saint-Nazaire? Genre vraiment, je me suis dit, mais ça va pas le faire, quoi. Je vois le niveau. Et en fait, ça l'a fait, quoi. Ça l'a fait, le club au top, tu vois. On m'a mis sur l'équipe super bien construite. Patrick avait construit une équipe super bien, intelligemment, avec des gars qui avaient beaucoup à prouver, comme Baptiste Geller, qui jouait pas trop à Montpellier. Manu, qui était un des meilleurs réceptionneurs du championnat de France. Donc tu savais que tu allais avoir une bonne réception avec Edouard. Un pointu où tu pouvais lui donner des poubelles et il attaquait tout. Jovica, Simovski. Donc, un central très très fort à l'attaque, Vesely, que tu pouvais jouer quand tu étais à 3-4 mètres du filet. L'autre central, Tommy Sanger, qui est super malin en bloc. Vraiment une équipe bien équilibrée, quoi. Et on a fait une super saison. Donc ça a commencé comme ça. C'est ouf parce que tu as un peu connu les switches des générations. Parce que tu jouais avec des frères de
de gars qui jouaient il y a encore pas très longtemps ou même maintenant, tu vois. T'as joué avec le frère Tilleux. Ouais, c'est ça. T'as joué avec le frère Linel à l'époque. Avec Pierrick, ouais. Brice Donat aussi qui a arrêté Ouais. sa carrière, qui est devenu Ouais. coach maintenant. Enfin, depuis un sacré J'ai moment. joué avec Fabrice Brie. Ok. Fabrice Brie qui doit être né... Tu vois, j'ai joué avec Fabrice Brie qui est né en 1972. Et maintenant, je joue avec des gars qui sont nés en 2007. Tu vois. Donc ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que le volley était plus lent à l'époque? Un petit peu, ouais. Ouais. Tu Ouais. vois vraiment la différence? Oui, un petit peu. Un petit peu la puissance au service. Surtout après, quand tu passes du championnat de France au niveau international, tu vas jouer finale des JO, Ligue mondiale, Euro et tout. Ouais, carrément. Mais pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, quand tu changes d'échelle de niveau, les gars sont plus forts, mais à l'époque, les technologies, entre guillemets, le ballon était plus lourd ou... Ouais, peut-être un peu le ballon, mais surtout la prépa physique, tu vois. Les gars, ils sont physiquement... C'est des machines maintenant. Hein. C'est des machines. Les jeunes aussi, même les jeunes, tu vois, ils sont beaucoup plus physiques, les jeunes maintenant, qu'à mon époque, tu vois. Il y a une évolution aussi de la préparation physique, tu vois. Les gars, ils commencent beaucoup plus tôt. Ils sont plus prêts, tu vois. Ils sont beaucoup plus prêts que nous au même âge, tu vois, je pense. Est-ce que... Parce que tu as joué plusieurs saisons à 7. Ouais, 4. Est-ce que rapidement, tu as commencé à avoir des offres de l'étranger ou c'était pas encore l'époque où les Français partaient facilement? Alors, il y avait déjà Hubert qui avait ouvert un peu la voie à l'époque. Comment ça se passait? C'était encore assez dur de vouloir aller conquérir l'étranger? C'était pas aussi rapide que maintenant. Là, maintenant, c'est très très tôt, très rapidement, parce Ah. que je pense qu'on a aussi ouvert la voie, nous, Ouais. ma génération un petit peu. Avant, il y avait Hubert, Steph, Antiga. Il n'y avait pas énormément, tu vois. Il y a d'ailleurs 5-6 joueurs, tu vois. Samika, un peu, qui joue à l'étranger. Ouais. Donc, il y avait quelques-uns, mais pas autant que maintenant. Donc, peut-être que déjà, de un, nous, on n'était pas, tu vois, programmés aussi rapidement à partir à l'étranger. Moi, personnellement, je n'étais pas prêt. Donc j'ai eu des contacts à droite à gauche, je me rappelle même plus, tu vois, au bout de peut-être deux saisons, j'ai eu des contacts à droite à gauche. J'aurais pu partir, je pense, au bout de ma deuxième saison, mais je me sentais pas prêt. On finissait toujours avec 7 demi-finales, donc on avait souvent une Coupe d'Europe, donc ça me permettait aussi de jouer la Coupe d'Europe, donc j'ai joué la Ligue des Champions aussi, la CEV. Ça me faisait aussi des matchs un peu européens, donc j'avais dit à mon agent à ce moment-là que j'étais pas prêt, que je voulais encore signer 2 ans. Donc j'avais 2 ans et après j'ai re-signé 2 ans, donc j'ai fait 4 ans. Et à la fin de ma 4e année, j'ai dit c'est bon, je suis prêt et je suis parti. Est-ce que tu trouves que les jeunes ils partent trop vite maintenant? Peut-être un peu, je pense. Après c'est une évolution. Je pense qu'ils sont prêts plus tôt aussi peut-être. Ils sont prêts plus tôt. Et je pense qu'il y a aussi le fait que nous, on a ouvert la voie, en fait. On a ouvert la voie et ils nous voient... ils arrivent tous déjà, des fois, en équipe de France assez jeunes. Et ils nous voient, nous, les anciens, tu vois, on parle des organisations des clubs, de tout ça. Je pense que ça leur donne envie aussi. Maintenant aussi, avec tout ce qui est médias, tu peux regarder tous les matchs sur les applications. Tu vois les salles pleines, tu vois... Il y a tout ça qui fait que je pense il y a 15 ans, c'était un peu moins médiatisé, etc. Ouais. Donc tout ça. Maintenant, je pense que le championnat de France est un championnat de France vraiment bien. Super championnat pour justement un peu tremplin. Pour moi, c'est le championnat parfait en termes de championnat de tremplin. Et de plus en plus de clubs maintenant, que ce soit en Italie, en Pologne, en Turquie, au Japon, font leur marché sur la France, quoi. Donc c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Ah, surtout que tous ces clubs-là, ils ont un budget qui est souvent bien plus supérieur et du coup, bon, c'est facile de prendre un mec en France et tu sais que très souvent il va dire oui, quoi. C'est pas que comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, les très bons joueurs du championnat de France, souvent, ils finissent au bout de 1 ou 2 saisons en Italie, en Pologne, en Turquie, donc ouais, ou au Japon, quoi. Tu as parlé vite fait de l'équipe de France, quand tu disais que voilà, les jeunes, ils arrivaient, quand ils arrivaient en équipe de France. Toi, tu es arrivé très jeune aussi. 2010 ? Je suis arrivé en 2010, j'avais 21 ans, ouais. 21 ans. Ah, ça va en fait. Non, ça va, c'est normal. Quand tu compares maintenant pas... les gars comme Mathis, comme Noah, Duflo, Joris qui est arrivé très jeune. Je pense que je suis arrivé à un moment bien de ma carrière, quoi. J'avais fait une saison en Pro A7
Et puis j'ai été sélectionné l'été 2010. Ouais. Comment ça se passait un peu à l'époque? Parce que c'était pas encore la phase avec Laurent Tilly. C'était déjà Blain, Mm. une équipe qui cherchait encore un peu. C'était une équipe qui avait fait un Euro top, où ils avaient En fait 2009, vice-champion d'Europe ouais. en 2009, où il y avait une nouvelle génération qui arrivait, tout doucement, avec Erwin qui arrivait, Keke, Leroux, moi. Genia est arrivé un poil plus tard en 2011, je pense, avec Kevin Tilly. Mais tu sentais qu'il y avait un peu un changement de génération. Alors c'est pas parfait encore maintenant, etc. Mais quand tu compares comment c'était l'organisation, la médiatisation et tout, c'était à l'arrache, quoi. 2010 et 2000, ouais, c'était à l'arrache, quoi. Tu sentais qu'on était personne, quoi. On n'était rien. Je me rappelle qu'on a fait, peut-être pas en 2010, mais Sur plan international, tu veux dire? Ouais, mais même en France, hein. En France, Ok. je veux dire, je me rappelle de matchs, je sais pas c'était quelle année, c'était en 2011 ou 2012, où on n'arrivait pas à remplir une salle comme à Rouen, je crois, la Kind Arena ça s'appelle, et on n'arrivait pas à la remplir, quoi, alors que c'était une salle de 4000 places. Tu vois, alors que maintenant, Non, vous êtes tout en full. on peut jouer à Bercy que ça sera rempli. Donc ouais, il y a une évolution énorme, tu vois. Une évolution énorme entre quand je suis arrivé et maintenant. En tout cas, sur la médiatisation, enfin sur l'intérêt que les gens ont pour le volley français et l'équipe de France. Mais ça, t'as vraiment senti une explosion du coup? Ah, Ouais. euh, ah oui, c'est que je pense qu'il y a une quinzaine d'années, c'était dur de remplir les salles. C'était dur de remplir les salles, quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'il fallait une affiche de ouf pour vraiment remplir. Alors que maintenant, les gens, ils ont vraiment juste envie de voir l'équipe de France, quoi. Ouais, en fait, je voulais rebondir là-dessus parce que en France, j'ai l'impression que les gens ils regardent pas le volley, tu vois, le grand public, je veux dire. Mhm. J'ai l'impression qu'ils regardent l'équipe de France et que du coup, tout ce qui est un peu à côté, enfin moi, j'ai plein de potes qui suivent un peu la VNL, etc., qui sont très loin du monde pro, qui savent limite même pas qu'il y a un championnat en France, tu vois. Ouais. Pourquoi, je sais pas. Mais c'est vrai que est-ce que le fait qu'on joue tous à l'étranger, ça, pour beaucoup, est-ce que ça impacte? Je sais pas. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est sûr. Parce que tu prends Montpellier, ils ont 2 champions olympiques, un double et un une fois champion olympique, Boubou et Nico. Et je veux dire, c'est pas blindé à chaque match à Montpellier, quoi. Donc, il n'y a pas que ça, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais Enfin, en fait, moi, je pense que c'est un truc de tellement de tout, tu vois, c'est un peu tout, de quoi. médiatisation, de c'est pas diffusé, etc. Mais Je prends l'exemple de par rapport à la Pologne, tu vois. Je suis en Pologne depuis 11 ans. Il n'y a pas 36 000 sports, quoi. ouais, il y a rien à se mettre sous la dent. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est que le sport vraiment famille, où les gens ils vont voir du sport en famille, ils vont voir le volley, tu vois, parce qu'il y a cet esprit, parce que il y a cet engouement, parce que l'équipe nationale, les mecs qui sont à la télé, les mecs qui sont connus. En France, avant de parler des volleyeurs, tu vas parler des footballeurs, tu vas parler des basketteurs, tu vas parler des rugbymen, tu vas parler des handballeurs, enfin voilà, de Ouais. tous ces sports-là. Et nous, on va passer après, quoi. Donc aussi, tu vois, c'est quelque chose qui a un impact, tu vois. En Pologne, les gens, ils vont voir le volley, quoi. Ils vont voir en premier le volley. Le foot, ok, mais le volley, quoi. Le volley, c'est le sport national. Ah, c'est vrai qu'en France, tu vois, t'as vachement ce truc de les footeux, ils regardent du foot, mais les volleyeurs, ils regardent aussi du foot. Ouais. Moi, je regarde du foot aussi. Ouais, mais tu regardes beaucoup de volley aussi, tu vois. Mais je regarde du volley, ouais. Et ouais, j'en parlais avec Yann Lavallée, il y a pas très longtemps, qui disait que, donc le manager de Tourcoing, qui était joueur pro avant, qui disait qu'en fait, il a déjà eu des joueurs de l'équipe pro qui savaient même pas, tu vois, genre leur classement, où est-ce qu'ils étaient dans la ligue, etc. Et qu'ils étaient plus au courant du classement Foot. de la Ligue 1 au foot que de leur propre championnat, tu vois. Mm. C'est culturel, moi, je pense. Il y a Ouais. beaucoup de choses culturelles, quoi. Peut-être c'est culturel. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi pour attirer du monde, pour essayer de faire bouger les choses. Il y a des clubs qui avancent doucement, mais je pense que voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer dans le championnat, etc. Mais comme je dis, en plus, surtout que c'est un championnat vraiment qui est de qualité, quoi. Le niveau, il est resserré, tout le monde peut battre tout le monde. Où tu peux aller voir tous les matchs aussi. Tu peux aller Ça, voir c'est tous les important. matchs, tu vois. Il y a plus beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de belles salles. Tu vois, il y a plein de salles qui ont été refaites. Plus trop de petites salles, tu vois. Chaumont a une nouvelle salle. Sète a une nouvelle salle maintenant.
Montpellier, ils ont refait la salle. C'est un championnat qui est attractif. Maintenant, c'est sûr qu'il manque quelque chose. Mais je voulais avant de parler un peu, tu vois, de ton départ de 7, etc., je voulais te parler de ta vision du capitanat. Quasiment partout où tu es passé, tu as été capitaine Enfin, tu as été quasiment capitaine partout. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'être passeur, ça joue? Je sais pas. Je sais pas si ça joue. Peut-être un petit peu. T'es un peu celui qui organise, tu vois, le jeu. Donc peut-être que ça rassure un peu l'entraîneur. Si on me l'a donné, c'est parce que je dégage quelque chose qui peut-être apporte un peu de sérénité pour justement les entraîneurs. Pour le club aussi, voilà, d'avoir cette image un petit peu. Mais voilà, je suis pas omnibulé par exemple Ouais, tu par t'en le fous. capitaine. Ouais. Ouais. Je suis pas du tout omnibulé, je veux dire. Et en fait, mon rôle serait enfin, je réagirais de la même manière si j'étais capitaine ou pas, quoi. Je suis pas le capitaine qui va, tu vois, qui va faire un discours dans le vestiaire avant le match ou tu vois, ou truc un peu motivation. Si je dis quelque chose, ça va peut-être au calme à la séance vidéo. Par contre, tu vois, là où j'ai vraiment, tu vois, où je suis sensible, c'est réussir à comprendre un petit peu les moments d'une préparation, d'une saison, d'arriver à ressentir ce que quelqu'un peut ressentir pour pouvoir désamorcer justement peut-être un problème qui peut être créé, arriver à aller piquer un gars ou aller, tu vois, le chercher pour qu'il soit bon au match qui va arriver. C'est plus ça, on va dire, c'est plus un peu ce truc un peu fin que j'essaye d'avoir et que j'essaye de trouver, on va dire, pour que l'équipe joue le mieux possible, tu vois, et qu'elle vive le mieux possible. J'ai envie, voilà, de ça, en fait. Et c'est plus comme ça que je vois mon rôle, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà trompé sur un gars, tu vois, en voulant, je sais pas, peut-être le réveiller un peu, tu l'as complètement endormi ou... Non, 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 non. Après, c'est savoir le moment, tu vois. Le moment où peut-être tu vas tester un petit peu de comment il est le gars mentalement. Je veux dire, tu vas pas le tester la veille de la finale du championnat, tu vois. Quand tu as des nouveaux joueurs, eh ben, c'est pendant les phases de préparation, pendant les phases de matchs amicaux, pendant les phases de matchs, tu vois, championnat régulier, que tu vois un peu comment le mec il réagit, comment il est, qu'est-ce qu'il a besoin pour être bon, qu'est-ce qu'il a besoin de moi, tu vois, qu'est-ce que je dois lui donner pour qu'il soit bon, tu vois. Si je sens il accroche pas là-dessus, je vais pas y aller, tu vois, à un moment important, tu vois. Ouais, c'est sûr. Juste avant la finale. Voilà, tu vois. T'as terminé MVP du championnat de France en 2013. Ouais, je sais pas. Ouais, ok. Ouais. Tu Je savais sais pas? Si, je sais, mais je sais pas quelle année. Ouais, bah, je crois que c'était 2013. À cette époque-là, est-ce que tu sentais que t'étais le passeur en vogue un peu, tu vois? Oui, du championnat de France, oui, français aussi, parce que aussi à cette époque-là, Laurent, quand il est arrivé en équipe de France, il a tout de suite fait confiance un petit peu à ma génération, la génération 89-90, on avait gagné tout en jeune, et il a tout de suite intégré un petit peu ces joueurs-là. Donc oui, mais pour moi, c'était pas du tout un accomplissement entre guillemets, quoi. J'avais vraiment envie de beaucoup plus, quoi, beaucoup plus. Ça, c'est une question que je vais te poser plus tard, mais vu que tu en as parlé, c'est vrai qu'en jeune, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait double champion d'Europe, je crois. Ouais, cadet et junior, ouais. Et troisième au championnat du monde, cadet. Est-ce que à l'époque, on imagine un peu tout ça, tu vois, le fait Non, de faire une carrière comme ça non. Non, surtout quand on était jeune, on était là, on kiffait, quoi. On jouait, on avait les cheveux blonds. Ça s'est pas Et... perdu, ça. Non, non, c'est pas perdu. Et on kiffait, tu vois, on kiffait jouer ensemble. On se régalait, franchement, on se régalait. On faisait des conneries, tu vois, en dehors des matchs et en stage. Et tu vois, c'est l'image de notre équipe et c'est ce qui est comme ça depuis 20 ans, tu vois. Comme ça depuis 20 ans. Pour les gars, Erwin, j'ai joué avec lui, je pense, ma première compète en 2007, tu vois. Donc c'est presque 20 ans, tu vois, que je joue avec lui. Tu vois, Genia, 2008-2009, tu vois, à peu près. Et Génial, il me disait un truc, il me disait, je crois que j'ai plus dormi avec Kevin qu'avec ma femme, je crois. Ouais, ouais. Moi, il y a un moment où Kéké l'Euro, c'était ma chambrette, que ce soit au CN et pendant presque 10 ans en équipe de France, ouais, et pareil, hein, putain, j'en ai fait des nuits avec Kéké. Hein. Après le passage à 7, c'est compliqué pour moi d'en parler parce qu'à l'époque, bon, déjà, c'est impossible de retrouver les vieux matchs et tout, tu vois. Je veux pas faire le faux connaisseur alors que je regardais un peu moins le volley à l'époque, mais du coup, tu signes en Italie Ouais, avec Kevin, ouais, qui débarquait des USA. ouais. Qui a joué super tard en France en fait pour sa première fois, c'était à Tours il y a quelques saisons là. Mhm. Est-ce que tu sentais qu'il avait
un volet américain un peu. Je sentais déjà qu'il avait progressé physiquement de ouf. Parce qu'il a fait 2 ans au Canada, 2 ans aux États-Unis. Et du coup, physiquement déjà, c'était un autre joueur, quoi. Kevin, c'était un mec voilà, très maigre, très fort techniquement quand il était au CN, etc. Mais il manquait de puissance, etc. Et quand il est revenu des États-Unis, c'était un nouveau joueur, quoi. C'était vraiment un gars qui avait toujours sa technique individuelle et qui physiquement avait vraiment pris de la force, pris l'impact sur la balle, etc., quoi. Même si tu as jamais joué du coup au championnat universitaire, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des jeunes comme parcours? Je pense qu'il y a du positif. Ça dépend un peu de ta situation, je pense, de comment tu es mentalement aussi. Je pense que c'est une belle expérience de vie aussi, tu vois. Je pense que je connais plein de joueurs qui l'ont fait, comme Nico, Schergen, Kevin, Ilir, Eno. Je pense qu'il y a du positif, il y a du négatif, parce que je pense que des fois c'est un peu long, t'arrives un peu tard, Ouais. t'arrives un peu tard, mais je pense qu'il y a du positif. C'est plus courant maintenant en fait, c'est beaucoup plus courant maintenant qu'à l'époque. Je pense que Kevin à l'époque c'était un des premiers, quoi. Et maintenant il y en a, je sais pas, il y a d'ailleurs 3 ou 4 Français au moins dans la ligue universitaire. Quand t'es arrivé en Italie, est-ce que t'as eu un peu ce même truc qu'à 7 quand t'es arrivé, tu vois? En mode waouh. Après, bon, tu commençais à voir les étés en équipe de France aussi. Différemment, c'est surtout que la différence, c'est que tu joues contre des stars. Qu'en France, tu joues contre des bons joueurs, mais tu joues pas contre des stars. Et quand tu joues contre des stars, c'est différent parce que Médiatiquement parlant, tu parles vraiment en termes de volet. Volet, un peu tout, tu vois. Mais je me rappelle de quand tu jouais contre la Loubet, tu vois. Zaitsev, Podraskanin. Ouais. Il y avait qui? Hubert. Stankovic. Stankovic, Travitsa à la passe, je pense. Kourek. Kourek, ouais. Et je me rappelle que les gens, ils venaient à Ravenne pour voir la Loubet. Ouais. Même les gens de Ravenne. Ouais, tu vois. C'était au bord du terrain, les gens, ils étaient en train de s'échauffer, ils prenaient des photos des gars de la Loubet, tu vois. Alors nous, on est une très bonne équipe, beaucoup de jeunes joueurs et tout. Mais tu sentais que là, tu jouais contre les Galactiques, quoi. Tu vois, tu jouais contre le Real Madrid de l'époque. De Zidane, quoi. Ouais. Tu vois, c'était ça. Et d'ailleurs, on avait gagné à domicile contre la Loubet, tu vois. C'était un super. Ma première saison, c'était un beau souvenir. Est-ce que dans le championnat, c'était vraiment l'équipe à abattre, cette Loubet-là? Parce qu'ils avaient fait champion, je crois, l'année d'avant en plus. C'était la Loubet. La Loubet, je pense, c'était l'équipe avec le plus de stars, je pense, à ce moment-là. C'était l'équipe qui était construite vraiment pour gagner, quoi. Perugia avait fait finale, je crois. Et ils avaient pas, sur le papier, ils n'avaient pas la meilleure équipe, mais ils jouaient très très bien. Ils jouaient très très bien, ouais. Tu considères que quand tu as une équipe de stars comme ça, t'es forcément bon? Ou ça peut vraiment déconner si les gars s'entendent pas et tout? Ouais, je sais pas trop. Après, c'est règle générale quand même. C'est bien construit les équipes comme ça, hein. Je veux dire, c'est des clubs qui sont taillés pour gagner, qui savent qu'est-ce qu'il faut pour une équipe pour gagner. Donc, surtout dans une institution comme la Loubet, par exemple, tu vois, il y en a d'autres, mais ils se trompent rarement, quoi. Je veux dire, tu verras jamais une équipe construite comme ça finir dans les derniers, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ils peuvent, sur un accident, tu vois, perdre un quart de finale de coupe ou peut-être en play-off à l'arrache, mais tu vois, jamais une équipe comme ça, par exemple, descendra ou fera pas les playoffs, quoi. Est-ce que ça t'a fait rêver tant que ça, l'Italie? Parce que je pense que c'est souvent un rêve pour beaucoup de joueurs et de joueuses. Mais depuis, tu n'y as jamais rejoué depuis Ravenna. Est-ce que c'était purement pour des questions, tu vois, d'opportunités, de club, de carrière, etc. Ou c'est parce que tu t'es dit, ouais, en fait, l'Italie, c'est bien, mais c'est pas non plus indispensable, quoi. Je pense qu'il y a dans la tête des joueurs français, l'Italie, c'est l'Italie. Tu vois, c'est quand même assez. Je pense que aussi pour la culture, tu vois, je pense que c'est plus facile pour un jeune Français d'aller en Italie pour commencer peut-être qu'aller en Pologne, qui est une culture un petit peu différente. La langue, les Français, on apprend très vite l'italien. La bouffe aussi, je pense. En fait, c'est culturellement, je pense qu'on se rapproche plus de l'Italie. Donc, je suis content d'avoir joué en Italie. Maintenant, après autant d'années en Pologne, etc., je veux dire, un joueur français
peut aller directement en Pologne et se sentir très très bien, vraiment. Enfin, C'est une voie de carrière que tu recommandes. je la recommanderais. Ouais. Ouais. Ah ouais. Tu peux demander à Antoine Potron là, qui lui est allé directement en Pologne, et quand j'ai parlé avec lui, il se régale, tu vois. Il se régale pour plein d'autres choses, tu vois, mais il se régale. Maintenant, comme tu disais, ça fait 11 ans que tu es en Pologne. Est-ce que tu penses que tu as aidé un peu les décideurs, recruteurs un peu polonais, ceux qui scrutent, à regarder un peu les Français? Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà Antiga à l'époque qui avait fait un bout de chemin en Pologne, un gros bout de chemin. Il y a eu un article l'année dernière, je crois, sur justement tous les étrangers qui ont signé en Pologne. Et la France est un des pays les plus représentés dans le championnat de Pologne. Donc culturellement, beaucoup de Français ont joué en Pologne et jouent en Pologne. Parce que je pense que les clubs polonais aiment le style de jeu des Français, aiment le caractère qu'on a. C'est pas moi personnellement qui ai changé la donne, quoi. Ce que par contre, peut-être moi j'ai fait, c'est que quand je rentrais en équipe de France, j'ai toujours très bien parlé de la Pologne. Et j'en suis reconnaissant de la Pologne parce que j'y joue depuis 11 ans, parce que je m'y sens bien, parce que j'ai gagné beaucoup de titres ici. Mais pour moi, je veux dire, si un joueur français me demande qu'est-ce que je pense de la Pologne, j'en parlerai toujours bien, quoi, parce que pour moi, ça vit le volley ici, quoi. Ça vit le volley. Donc tu fais une saison et demie à Ravenne. Ouais. Et ensuite, quand tu démarres ta deuxième saison, tu as la possibilité de partir à Kazan, où tu vas. Ouais. Bon, là, c'est l'aventure. Ouais, c'est... T'as un problème de visa, quoi, en gros. Enfin, c'est pas ça, c'est que t'étais inscrit sur les Coupes d'Europe avec Ravenne. Exactement. Et tu pouvais pas les jouer avec Kazan. Exactement. C'est après le championnat du monde 2014 où on fait un super championnat du monde avec l'équipe de France. Du coup, j'attaque ma saison 2014-2015 avec Ravenne, ma deuxième saison du coup, et au bout de 2 mois, il y a mon agent qui m'appelle et il me dit il y a une place pour un étranger pour aller à Kazan. Et à l'époque, j'étais personne. Enfin, je veux dire, je me considérais mais loin des meilleurs passeurs, etc. Et en gros, Kazan avait essayé de prendre un petit peu tous les passeurs stars. Je pense qu'ils avaient essayé de plein de passeurs. Voilà. Bruninho, machin, des Checo. Et personne ne pouvait y aller parce qu'eux, ils jouaient dans des gros clubs et ils ne pouvaient pas les laisser par terre. Et moi, je jouais à Ravenne, qui était un bon club, mais qui a accepté de me laisser partir. Donc, je suis parti à Kazan. Ça s'est fait un peu à l'arrache. Et arrivé là-bas, en fait, on découvre que je ne peux pas jouer la Ligue des Champions avec Kazan parce que j'étais inscrit sur la liste de la Challenge Cup avec Ravenne alors que je n'avais pas joué un point. La compétition n'avait même pas commencé, quoi. Du coup, on essaye de trouver un peu les solutions et on n'arrive pas à trouver. Je demande à la Fédération française d'écrire à la CEV ce qu'ils font. Kazan écrit à la CEV, mais ils acceptent pas. Ils s'en foutent, ouais. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent. Du coup, je peux pas jouer la Ligue des Champions et Kazan, qui est un club qui est construit pour tout gagner, ils ont besoin d'un passeur pour la Ligue des Champions. Du coup, ils me disent tu peux partir, quoi. Ils prennent Marouf, du coup. Et ils prennent Marouf qui, du coup, lui était en Iran. En Iran, donc pas en Europe. Donc pas de souci pour la Ligue des Champions. Et j'ai lu que du coup, toi, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions remplacer un échange, quoi, que j'aille à Urmia, c'était à l'époque, à Urmia, et que Marouf vienne à Kazan. Mais à ce moment-là, ma femme était enceinte. Et du coup, pour moi, c'était compliqué d'aller en Iran à ce moment-là de la saison alors qu'elle était enceinte, d'y aller seule, etc. Du coup, je suis resté pendant 2-3 semaines sans club. À 7. Je m'entraînais avec 7 pour garder un peu la forme. Et on était à 2 doigts de partir en vacances avec ma femme. Ok. On avait presque booké des vacances, tu vois. Okay. Et 3-4 jours, tu vois, avant qu'on boucle les vacances, il y a Stelian Mokulevsku qui était entré en Friedrichshafen, qui m'appelle et il me dit écoute, comment est la situation? Je lui dis je suis à la maison, je m'entraîne et tout. Il me dit tu veux venir à Friedrichshafen? Et je lui dis ouais, pourquoi et tout. Il me dit notre passeur c'était Simon Tischer, il avait des petits soucis un peu de blessure. Il m'a dit on a peur un peu de comment est sa condition, on veut que tu viennes. Je lui dis j'arrive. Je lui dis j'arrive, tu vois. J'annule les vacances. C'était pas une question d'argent, tu vois. En fait, il fallait que je joue avant l'été international, quoi. Donc je suis allé finir la saison à Friedrichshafen. C'était top parce que j'ai retrouvé Batou Geller, qui est un de mes meilleurs amis, et Genia. Et on a gagné la Bundesliga. C'est la dernière fois, je crois. C'est la dernière fois. Ouais. C'est la dernière fois que Friedrichshafen a gagné la Bundesliga. Donc on a gagné la Bundesliga contre Berlin au match 5 à la maison. Donc super. Donc tu gagnes le championnat d'Allemagne, etc. J'imagine que comme tu suis beaucoup le volley, tu suis quand même la Ligue des Champions. C'est Kazan qui gagne cette année-là. Ouais.
Dégoûté un peu? Non. Franchement, ils avaient l'équipe construite pour gagner. En plus, à ce moment-là, Anderson était revenu. C'était lui qui était parti aux États-Unis. Et du coup, il avait fait un peu. Il était un peu resté aux États-Unis. Il était revenu pour la fin de saison. Donc, ils avaient l'équipe au top quoi, pour gagner avec des champions. Ils avaient Anderson, Leon, Mikhailov, Marouf. Pour moi, il y a ce genre de choses. Si ça se passe, c'est que c'était écrit comme ça. Tu vois. Je suis Ouais, pas ok. rancunier de ouf, etc. Tu crois au destin un peu en vrai Peut-être un petit Ouais. peu au destin, tu vois. Et peut-être, tu vois, que ce supplément d'âme, je l'ai eu quelques années après quand on a joué contre Kazan en demi-finale de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on a gagné la Ligue des Champions derrière, tu vois. Donc après ton passage sur quoi 2-3 mois à Friedrichshafen, Ouais, c'est 3 mois à peu près, je pense. tu t'envoles pour la Pologne. Ouais, je signe pendant, ouais, je sais pas, un mois avant la fin de saison ou 2 mois avant la saison, je signe à Alors comment elle s'appelle la ville? Parce que moi je dis tout le temps Zaksa. Ketzersin-Kozley. Bon, je vais dire Zaksa. Où tu vas rester 6 ans. Maintenant, ça fait 5 ans que tu es à HMBA. Tu avais un besoin de stabilité un peu après toute cette aventure ou pas forcément? Ouais, alors quand je suis arrivé en Pologne, j'avais aucune idée de me dire que j'allais rester 10 ans ou 11 ans, tu vois. J'ai vraiment pris cette opportunité de venir en Pologne parce que le championnat du monde 2014, on l'a fait en Pologne. Les salles blindées, l'organisation au top, que tu joues contre les États-Unis ou contre la Pologne, c'était plein. Tu vois, je me suis dit, si j'ai une opportunité de venir en Pologne, je la saisis, quoi. Et Zaksa, à ce moment-là, était en reconstruction un petit peu de l'équipe, nouveau coach qui arrivait, nouveau projet. Mais en aucun cas, tu vois, j'avais signé 2 ans. En aucun cas, je me suis dit, je vais rester 11 ans, tu vois. Et forcément, la première année, avec cette nouvelle équipe qui était construite, belle équipe, tu vois. Mais en aucun cas, tu peux te dire en début de saison qu'on va gagner le championnat, tu vois. On gagne le championnat et on gagne facilement le championnat. Tu vois. On domine, tu vois. On gagne les 3 finales 3-0 contre Resovia, qui avait une équipe sur le papier beaucoup plus forte. De retour avec Kevin aussi. De retour avec Kevin encore, tu vois. Et tout s'est enchaîné, tu vois. Tout s'est enchaîné. Deuxième saison, on participe à la Ligue des Champions. On perd en quart de finale un peu à l'arrache contre Belgorod. On gagne la Coupe de Pologne. On regagne le championnat. Et du coup, tu te fais un peu un nom. Les gens, ils t'aiment. T'es reconnu. Et du coup, ça s'enchaîne un peu comme ça. Et on crée cette histoire avec Zaksa pendant 6 ans. Avec énormément de titres. Et voilà. En fait, ça allait vite, quoi. Ça s'enchaînait, tu vois, ça s'enchaînait. C'est vraiment si important que ça, le public. Enfin, tu vois, t'en parlais quand tu disais avec le championnat du monde 2014. Genre, en tant que joueur, ça change vraiment beaucoup pour toi, le fait d'être reconnu, etc. Quand t'es jeune et tout, franchement, c'est une reconnaissance, tu vois. Et tu vois, quand tu vas jouer les matchs et que tu sens cette ferveur, etc., c'est une reconnaissance. Après, plus tu avances dans ta carrière, plus tu te rends compte que, tu vois, c'est quelque chose, il faut peut-être un peu l'oublier, tu vois. Mais c'est toujours bien de jouer dans des salles pleines, etc. Maintenant, on est habitué aussi à jouer dans des salles un peu vides, etc. Et ça le fait aussi, tu vois. C'est moins... Tu te régales moins, entre guillemets. Il faut s'y habituer. Mais c'est vrai qu'en Pologne, tu as cette... tu sais que chaque week-end, c'est plein, quoi. T'as vraiment une différence culturelle de comment les gens vivent le match aussi. Je trouve qu'en France, on est beaucoup plus Réservé un peu. calme. Ouais, tu vois, un peu la peur d'être un peu extravagant, tu vois, d'être mal vu. Alors que moi, je me rappelle avoir vu des matchs un peu nazes, tu vois, du championnat italien, de dernier contre avant-dernier. Et même ici en Pologne, les gens, ils sont à fond, quoi. Ouais, c'est peut-être culturellement. Il y a les COP aussi, tu vois. Il y a les groupes de supporters dans chaque club qui suivent l'équipe, qui ont... Tu vois, il y a cette culture aussi de... Les couleurs du club sont vachement importantes. La boutique, les maillots vendus, tu vois, des joueurs, les écharpes. Quand tu as l'équipe de Pologne qui joue, tu vois, et ben, tu as tous les 10 mètres autour du terrain, autour du stade, Des il maillots. y a des maillots, des écharpes, tu vois. C'est culturel, tu vois, un petit peu. Je pense que c'est aussi c'est le pays, quoi. C'est comme ça. En parlant de couleur du club, est-ce que tu as passé 6 ans à Zaksa, 5 ans à IHMBA? C'est rare, tu vois, des joueurs qui restent comme ça longtemps dans les clubs. C'est vrai qu'au volley, on voit souvent les gens changer d'année en année. Est-ce que c'est un truc pas que tu regrettes ça, mais qu'est-ce que tu penses de cette vision un peu de joueur de club, tu vois? Moi, je suis fier. Un joueur qui reste aussi longtemps dans un club et qui gagne beaucoup de trophées, c'est une histoire qui se crée, tu vois. Et à partir du moment où tu vois où
où un club il fait confiance à un joueur aussi longtemps, c'est qu'il attend de lui forcément quelque chose, mais que le joueur il lui rend, tu vois. Je me suis toujours dit dans ma carrière, alors tu sais, je pensais pas jouer dans entre guillemets si peu de clubs, tu vois, parce que j'ai pas joué dans beaucoup de clubs, tu vois, pour une carrière aussi longue entre guillemets. Ouais. Ce que je me dis, tu vois, c'est toujours j'ai envie que le club dans lequel je jouais, eh ben, ils se souviennent de moi, tu vois, ils se souviennent de moi pour des victoires, pour des défaites, pour des trophées, pour des émotions, tu vois. Et j'espère, hein, l'avoir fait, tu vois, dans la majorité de mes clubs, tu vois. Et pour moi, c'est important, tu vois, c'est important. T'avais vraiment envie de marquer l'histoire du club. Pas au départ quand j'ai signé, mais quand on me propose de prolonger, ouais. Quand on me propose de prolonger, je suis quelqu'un qui est assez... tu m'as donné, je vais tout faire pour te le rendre, tu vois. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, vraiment. Quand tu arrives à l'époque, c'est la saison, enfin quand tu arrives à Zaxa, pardon, c'est la saison 2015-2016 avec Ferdinand De Giorgi, Féfé. qui était un grand passeur. Ouais. C'était une dimension importante pour toi? Je vais pas mentir, j'ai pas signé à Zaxa parce qu'il y avait Féfé. Par contre, je voulais signer à Zaxa parce que déjà j'avais envie de venir en Pologne. J'avais entendu que c'était un entraîneur qui faisait beaucoup travailler, qui était très rigoureux, tu vois, sur les détails, sur la préparation du match. Je pense que j'avais besoin aussi de passer un cap là-dessus, tu vois, sur tout ce qui est tactique, etc. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Tactiquement, on était très très fort, très très bien préparé à chaque match pour faire déjouer un peu l'équipe quoi, adverse. Est-ce que c'est pas dur, entre guillemets dur, d'être coaché par un ancien joueur, tu vois, encore plus qui jouait à ton poste? Non, non, ça va. Je pense qu'il y a une forme aussi de compréhension, tu vois. Quand tu es passeur, tu as été un grand passeur, tu peux te mettre aussi à la place du joueur que tu as en face de toi, des doutes qu'il peut avoir un moment pendant une saison, pendant un match. Il peut justement trouver les mots justes. J'ai toujours été clair un peu aussi souvent avec les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, tu vois. Je me rappelle d'une discussion avec Nicolas Grbić, tu vois, avant qu'il signe à Zaxa, tu vois. Et je savais qu'il allait venir à Zaxa. Le Et coach de la Pologne, du coup. voilà, et on s'appelle, tu vois, l'été. Et j'avais été clair avec lui, tu vois. Je lui ai dit, Nico, je lui ai dit, tu sais, moi, j'aime bien créer le jeu, tu vois, j'aime bien jouer. Il me dit, non, mais t'inquiète et tout. Tu vois, en fait, j'avais tout de suite mis les bases, tu vois, pas qu'il me bride, tu vois. T'avais peur qu'il te cadre un peu trop sur la... J'avais pas peur, tu vois, mais j'avais pas envie de ça, tu vois, parce que ça m'aurait pas ressemblé, en fait, tu vois. Je préfère lui en parler avant que la saison commence et qu'il voit un peu, il sache un peu dans quel mood je suis. Et ça s'est super bien passé, tu vois. On a gagné avec des champions avec lui, tu vois, à Zaxa, donc voilà. Comment tu le racontes? C'était un peu sous forme de vanne, mais c'était aussi pour dire, bon, écoute, je vais jouer comme j'ai envie de jouer, quoi. Non, mais c'est pas genre, je vais faire, tu sais, mon truc et Non, je vais non, pas mais bien t'écouter, sûr, tu vois. bien sûr, Parce bien que, parce que, tu vois, un mec comme Nicolas, en termes d'expérience, de moments, de sensations, il t'apportait tellement, tu vois, parce qu'il comprend les petits détails, tu vois. Petite anecdote, tu vois, je me rappelle quand on joue contre une équipe, je sais plus, enfin une équipe moyenne, tu vois, et on est un peu en galère, on joue pas trop bien. Le premier pointu, il se blesse, et du coup, on joue avec le deuxième pointu, en qui je jouais jamais à l'entraînement, tu vois, je jouais jamais. Et du coup, on arrive à 24-23 au quatrième set, tu vois. Temps mort, j'étais devant, du coup, le deuxième pointu était derrière. Et je lui dis, Nico, je fais quoi? T'en penses quoi là? Il me dit, Ben, tu fais t'annonces fixe avant proche de toi avec Koranowski. Le mec, il va sauter sur lui, tu la donnes au pointu aux 3 mètres et il sera 1 contre 0. Je dis, ok, réception parfaite. J'annonce courte avant avec Koranowski. Il monte, le mec, le récep attaque adverse, il saute sur Koranowski. Je donne la balle au pointu, 1 contre 0, il met le point, tu vois. Moi, je trouve ça fou. T'as dû lui dire après. Voilà, Belle, tu vois, belle. c'est. Donc, comme tu l'as dit, la première année, vous gagnez le championnat. La deuxième, vous gagnez encore le championnat. Vous gagnez la coupe aussi, Championnat et coupe, ouais. avec Sam Deroux. Ouais, Qui les est- 2 années. Est-ce qu'il faisait vraiment, est-ce qu'il était vraiment au-dessus, tu vois? Est-ce que c'était vraiment le joueur? C'était pas le joueur le plus impressionnant, mais c'est un très très bon joueur, Sam. Très très bon joueur. On avait une très bonne relation, super pipe. Il jouait très vite en 4. Il a beaucoup de coups à l'attaque, beaucoup de stabilité dans le jeu. Vraiment, on avait une équipe très très bien équilibrée. Et Sam en faisait partie, quoi. Il y a eu un renouveau après pour la saison d'après, 2016-2017.
Vous avez fait que deuxième du championnat, deuxième de coupe, Ligue des Champions, vous faites quatrième, je crois, ou troisième. Quatrième. C'est la seule saison en Pologne où j'ai pas gagné de titre. C'est pas mal comme stat, ça. Et ensuite, 2018-2019, vous réenchaîniez, vous regagnez championnat et la coupe. L'année d'après, vous regagnez encore le championnat et la Super Coupe de Pologne. Je sais pas si tu as la réponse, mais bon, quand tu arrives et que tu gagnes tous les ans, ou quasi tous les ans, c'est un moment, c'est pas le fruit du hasard, tu vois. Comment tu fais pour être, toi et l'équipe, hein, aussi régulier, aussi performant? Parce que c'est un championnat relevé quand même, la Pologne, tu vois. C'est pas comme si tu avais les meilleurs joueurs du monde et voilà, tu jouais contre Tintin et Milo, quoi, tu vois. Mentalité un peu du club, je pense, qui a changé, tu vois. La mentalité du club, la mentalité des joueurs. Plus tu gagnes, plus tu as l'appétit de gagner, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Plus tu sais comment gagner aussi, tu vois. Tu as ce petit truc qui, à la fin, te fait la différence, tu vois. Et après, il y a la motivation personnelle que tu dois avoir. J'ai eu souvent cette question, tu vois, de dire Ben, comment tu fais genre pour retrouver la motivation pour gagner entre guillemets, tu vois. Et tu vois un truc à la con, mais c'est que je me suis dit après, je pense que c'est à la fin de la deuxième saison ou peut-être la troisième saison, tu vois. Peut-être quand on n'a pas gagné, j'étais dégoûté, tu vois. On n'avait pas gagné de titre alors qu'on avait fait les finales, mais on avait perdu, tu vois. J'étais dégoûté. Hein. Et je me suis dit, Ben, à partir de maintenant là, mets-toi dans la tête, genre que tu dois finir la saison au minimum avec un titre. Genre, mets-toi ça dans la tête. Ça veut dire que déjà, tu abordes la saison d'une manière un peu différente. Tu as une transition si tu perds la première opportunité, tu vois. Tu joues la Super Coupe, tu la perds. Après, t'es en mode survie, quoi, t'as plus le choix. Tu te dis, putain, j'ai perdu la Super Coupe, il faut gagner la Coupe, tu vois. Tu perds la Coupe. Tu te dis, bah, il reste encore un truc, c'est le championnat, tu vois. Et en fait, si tu as cet état d'esprit, tu vois, tu es programmé pour te dire qu'à un moment donné, tu vas gagner, tu vois. Et il faut que ça reste dans ta tête, tu vois. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu, on va dire, que j'ai depuis longtemps, quoi. En Pologne, c'est trois Polonais tout le temps sur le terrain, minimum. 3 étrangers sur le terrain, plutôt. Ouais, j'ai dit quoi, 3 Polonais, trois ouais, Polonais. 3 étrangers sur le terrain. Mais ça va, la Pologne n'est pas en demande de joueurs, tu vois. Ils ont plein de talents. Alors, il y a des postes où c'est un peu moins fourni, mais ils ont plein de talents. Est-ce que tu penses que c'est de la chance, un peu, avec les générations, ou c'est provoqué par tout ce qui est les infrastructures, etc., les académies Ouais, c'est un peu de tout, je pense aussi. C'est le fait ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a peut-être moins de sport, tu vois, où les gars, à l'écran, ils vont rapidement au volley, tu vois, peut-être moins au basket. Il y a eu une période du hand qui était forte, mais là, ça fait quelques années où c'est beaucoup moins fort le hand. C'est que c'est le sport national, donc aussi les gamins, ils vont voler très jeunes, tu vois. Moi, ma fille, elle a joué au volley en Pologne. Et je me rappelle que du coup, elle avait entraînement 2 fois ou 3 fois par semaine peut-être. Et au bout de 2-3 séances, on demande à l'entraîneur comment on fait pour prendre la licence et payer, tu vois. Et elle avait dit non, c'est gratuit jusqu'à 12 ans, je crois. 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Ok. Tu vois. Donc ça veut dire que les gamins, ils vont faire du sport, la licence est gratuite jusqu'à 10-12 ans. Ils ont les entraîneurs, etc. Donc tu vois, il doit y avoir des aides des mairies, des collectivités, etc. pour permettre ça aux jeunes, tu vois. Tu sais si c'est que dans le volley ou c'est dans En d'autres tout cas sports? dans le volley, je sais pas, mais en tout cas dans le volley. Donc ils ont vraiment une politique de développement des... Donc voilà, donc ça c'est tu vois, un petit aparté, tu vois. Ils ont beaucoup de joueurs, les Polonais, ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup de centraux, beaucoup de pointus. Non, vraiment, c'est chaque saison, tu vois, chaque saison quand je suis en Pologne, je découvre un nouveau gars qui est complètement inconnu. Et il arrive de je sais pas où, mon gars, et le mec est trop fort, tu vois. Et chaque saison, tu te dis, putain, lui, il va être encore un mec qui va être chiant en équipe nationale, tu vois. C'est vrai que je suis là depuis un jour, je crois que tu me l'as déjà dit au moins 4-5 fois, putain, lui, tu verras, il va être bon, quoi. Ouais, non, c'est dingue. 2020-2021, ça c'est la saison rêvée, ça. Ah, même si vous faites deuxième du championnat, mais vous gagnez la coupe, la super coupe, et la Ligue des Champions, le trophée ultime en club, sûrement l'un des plus durs à gagner en club, si ce n'est plus dur. Surtout cette année-là. Là. Pas une défaite en poule, vous faites? Non, ouais. Je crois que vous faites un tie contre une équipe, contre Belchâteau. Ouais, possible. Et après, vous continuez. Je sais plus contre qui vous jouez en quart, mais... La Loubet. 3-0, vous gagnez. On avait le pire tirage possible, quoi. Et c'est pareil, tu vois, ça, c'est Nicolas, tu vois, Grebic. On est dans le vestiaire, tu vois, avant l'entraînement, où il va y avoir le tirage au sort tu vois, juste avant l'entraînement. Et on voit le tableau. Le tableau, il sort. On avait gagné la poule, tu vois, donc on se disait, on va avoir un tableau peut-être un peu facile, tu vois.
on a le pire tableau. Loubet, Kazan, Kazan. et derrière potentiellement Trento ou Perugia, tu vois. On se dit, tu vois, les mecs, hein, pas au fond du saut, tu vois, mais tu te dis, putain, on a fait une poule de ouf et on se retrouve. Et là, on arrive à l'entraînement et t'as Nicolas, il fait ça, j'aime bien, tu vois. Il dit en anglais, ça, j'aime bien, tu vois. Il dit, les gars, de toute façon, si on veut gagner, il faut qu'on batte tout le monde, tu vois. Donc maintenant, qu'on les batte maintenant en quart de finale, ou tu vois, et bam, tu vois, il a switché directement la mentalité un peu de tout le monde, tu vois. Et on était programmé, tu vois, à se dire, on est capable de battre tout le monde. Le match à la Loubet, il a été décisif pour moi, le premier, où on va à Civitanova et on gagne 3-1, tu vois. Et je pense que personne n'était prêt, tu vois. Sur la scène européenne, tu vois, de 1, la Loubet ne s'attendait pas à ce qu'on joue comme ça. Et je pense que les autres équipes ont commencé à nous voir un peu d'une manière différente, tu vois. Bah, surtout qu'à l'époque, c'était. Bah, alors là, maintenant, les noms sont là, tu vois. La Loubet, Semenyuk, c'était, non, mais pour toi, ton pour équipe. nous. Semenyuk, Slivka. Bon, David Smith, quand même, il était un peu Ouais. plus connu, quand même, que les deux Polonais, mais c'était pas non plus les top joueurs qu'on annonçait partout, tu vois. C'était une équipe jeune, tu vois, avec beaucoup de potentiel. On jouait vraiment bien au volet, tu vois. On était dur à jouer, on n'avait pas beaucoup de points faibles. 2 centraux très forts à l'attaque, que ce soit Koranovski et David. Bonne réception avec Zatorski et Semenyuk et Slivka. Un joueur très technique comme Slivka. Kaczmarek, un joueur très très complet qui fait pas beaucoup de fautes. Mais potentiellement, oui, c'était pas. À l'époque, je veux dire, c'était pas. Tu prenais l'équipe de Zaksa et l'équipe de la Loubet. L'équipe de la Loubet faisait beaucoup plus rêver que l'équipe de Zaksa, tu vois. C'était qui? C'était Decheco. Decheco, Rekliski, Leal, Juan Torrena, Simone, Ouais, ok. Anzani, Balazzo, tu vois. Ok. Et t'as vraiment, c'est ce que tu disais, t'as vraiment senti un choc européen, quoi. Les gens étaient choqués de... Je sais pas si c'était un choc, mais je pense que à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à dire putain, ils jouent bien Zaksa, tu vois. Ils jouent bien et il faudra compter sur eux. Match retour, on fait un bon match et on prend 3-0. Vous avez pris Ouais. 3-0 et vous gagnez le Golden Set. Ouais, on fait vraiment un bon match. Hein. Et on fait un bon match. Eux jouent très très bien. On perd 25-23, 26-24, 25-23, un truc comme ça. 3-0 on prend. Et on gagne le Golden Set, je sais pas, 15, 16-14 ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses du Golden Set Quand tu le gagnes, c'est bien. Non, en vrai, pour la Coupe d'Europe, ça va. Pour le championnat, c'est scandaleux. Finale du championnat de France, Golden Set, pour moi, c'est scandaleux. En plus, là, vous en avez joué des Golden Set sur cette Ligue des Champions. En Coupe d'Europe, t'as pas trop de choix, en fait, entre guillemets. T'as pas trop de choix, tu vois. T'as 2 matchs, t'as un match à domicile, un match à l'extérieur. Ouais, et à un moment, il faut départager, tu vois. Tu serais obligé de limite faire un 3e match dans un terrain neutre, Donc un peu ouais, bizarre. Ouais. T'es obligé en Coupe d'Europe, tu vois, entre guillemets. Pour un championnat, de jouer un titre de champion de n'importe quoi sur un Golden Set, pour moi, c'est fou. Et est-ce que tu aimerais bien, toi, la formule qu'on voit maintenant en Ligue B, où voilà, en fait, t'as pas de play-off, un peu comme au foot, en fait. T'as pas de play-off et le champion de la saison, il est champion. Non, je pense que ça fait partie. Les playoffs font partie du volet, tu vois. Parce que c'est là où les gens y viennent, qu'il y a les matchs à émotion, qu'il y a plus de tension. Donc je pense que ça reste. La formule playoff, pour moi, c'est quand même décisif, tu vois, pour le volet. Donc Golden Set aussi en demi contre Kazan. Le Kazan, juste après les triples victoires de Ligue des Champions, là, le grand Kazan de Léon. Avec Erwin, ouais. Avec le changement d'Erwin qui était lui, qui était parti là-bas pour gagner la Ligue des Champions aussi. Ouais, mais Erwin a été incroyable. Les 2 matchs, il a trop bien joué. Ils ont failli nous battre à eux deux avec Mikhailov. Ça a été, je pense, un des plus beaux matchs que j'ai joué de ma carrière. Je pense le match à Ketzerzin. Vraiment incroyable. Le niveau. Donc non, ça a été vraiment dur mentalement. Et on avait gagné 3-2 à Kazan, perdu 3-2 à Ketzerzin et on avait gagné Golden Set. Donc on avait joué 6-7 dans une soirée, quoi. Le match, il est sur YouTube, hein, je vous conseille d'aller chercher. Très loin. Par contre, il faut une grosse soirée pour le regarder, où il faut faire en 1,50 pour que ça aille plus vite, là. Ah non, en vrai, je pense que tu passes juste les moments un peu morts, tu vois, entre les sets et tout. En vrai, ça se fait. Hein. Moi, j'aime bien regarder des vieux matchs comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Vous faites une finale contre Trento, que vous gagnez 3-1. C'est l'année aussi où Jikel a gagné avec Conegliano. Le starting six en face, c'était Lucarelli, Coy, Nimir, Gianelli, Podrachanin, Lisinac. Et le libéro, c'était qui? Rossini. Rossini, ouais. Pareil que contre la Loubet, tu vois. C'était une équipe qui, sur le papier... Ouais.
Micheletto est rentré dans le match quand on menait 2-0. Ouais. Et il a failli tourner le match. Il a failli retourner le match, donc heureusement qu'il n'est pas rentré un peu Ouais, plus tu tôt. m'étonnes. Mais ouais, c'était incroyable. C'était incroyable comme souvenir. Un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière, hein, clairement. La Ligue des Champions. Ouais, carrément. Là, dans l'équipe de France actuelle, t'es le seul en fait à l'avoir gagné. Ouais. À part peut-être Gianni, tu vois, si on compte le staff. Mais... Oui, mais des joueurs, ouais. Non, c'est très très dur. Et encore, je pense que cette année, c'était encore presque la plus dure parce qu'il y avait encore les clubs russes, tu vois. Ouais. C'était la dernière année des clubs russes. Donc, même si les clubs italiens, polonais sont là encore depuis après, Ouais, ça mais ferait des concurrents sérieux en plus, quoi. quand tu rajoutes 2-3 clubs russes, c'est encore C'est plus plus la dur, même. quoi. C'était ta dernière année à Zaxa. C'était la meilleure manière de finir, non, cette aventure à Zaxa? C'était dur, hein. C'était dur parce que quand tu fais 6 ans dans un club, que tu as gagné, tu vois, je sais pas, une dizaine de trophées, c'est pas facile. Je sentais que c'était le moment pour moi de voir ailleurs, d'avoir des nouveaux objectifs, tu vois, de sortir un peu de cette zone où tu te dis, ouais, tu vas gagner, mais essayer de gagner avec un autre club, ce qui est encore plus dur, tu vois, ce qui est encore plus dur. Et j'avais cet objectif, Yachembia voulait construire un truc fort, tu vois. Pareil avec des jeunes joueurs, tu vois, comme Tomek, Fornal, qui n'étaient pas encore trop connus, essayer de construire quelque chose de fort. Et j'avais vraiment envie de marquer encore plus la Pologne en étant un joueur qui arrive à gagner avec 2 clubs différents, tu vois. Et j'avais cet objectif de gagner la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Malheureusement, j'ai pas été loin, mais ça s'est pas fait. Pour l'instant. Ouais. Surtout que l'année où t'arrives, c'est Zaxa en finale encore. Enfin, Ouais. qui gagne surtout. Ouais. Qui gagne 2 fois de suite, ouais. Qui gagne avec une équipe qui avait pas tant changé en fait. Non, je ils crois. avaient changé le passeur du coup. De toute façon, cette première saison que tu as joué à IHMBA, c'était vraiment IHMBA Zaxa, quoi. Vous Ouais, gagnez en sinon, Supercoupe, ouais, vous c'est perdez ça. en championnat, vous perdez en coupe. En Ligue des Champions, je crois que vous perdez contre eux En aussi. demi-finale, ouais. Mais Trevor était blessé. C'était l'enfer. On avait joué la demi-finale et si je me rappelle bien, on avait un virus dans l'équipe. Ah, ok. Et au match aller, on avait, je crois, genre, si je dis pas de conneries, le matin du match, on avait genre 6 joueurs à l'entraînement. Ok. Avait, C'est bon ça. c'était terrible. C'était terrible. Et on avait pris 3-0 en 42 minutes, je pense, le soir. Ok. Donc, non, c'était compliqué. Du coup, on avait perdu 3-0. Donc, fallait qu'on gagne 3-0 à Ketzerzin plus le Golden Set. On avait gagné le premier set, je crois, et après, on avait explosé. On avait perdu 3-1. Ouais. C'était un peu bis repetita la saison d'après. Même si vous avez changé de coach, il y a Mendes qui est arrivé, Marcelo Ouais. Mendes. Mais là, pareil, vous gagnez la Supercoupe contre Zaxa, vous perdez en coupe contre Zaxa. Par contre, là, vous gagnez le championnat. On gagne le championnat, ouais. Et après, ils nous ont battus à la finale de Ligue des Champions. Et du coup, ça fait 3 Ligues des Champions d'affilée. En fait, ça fait 2 clubs qui font 3 Ligues des Champions d'affilée, en fait. Kazan Kazan et Zaxa. Ouais. C'est chaud quand même pour un club d'arriver à performer comme ça Ouais, tous les ouais, ans à ce niveau-là. Ouais, c'est chaud, c'est quelque chose qu'ils ont construit, c'est une équipe qui était stable. C'est une construction vraiment. On était pas loin vraiment avec Yachembia, tu vois. Je pense qu'on était sur la bonne voie de la construction. On a perdu 2 finales de suite. L'année dernière, on fait 3e, où on n'est pas du tout loin d'aller en finale. Contre Vers Zavirtine, 21-19 au tie-break. Match de fou. Ça se joue à des détails, ça se joue vraiment à des détails. Du coup, là, j'ai envie de te poser plein de questions sur... parce que là, tu vois, on a fait un peu le tour de tes saisons en club. Moi, j'aime bien souvent séparer les saisons en club des saisons en équipe de France, Ouais. parce que les Français, voilà, on suit beaucoup l'équipe de France, mais souvent on ignore un peu, tu vois, le grand public ignore un peu souvent les parcours en club des gars, etc. Ouais. Et j'ai envie de te poser plein de questions un peu sur comment tu gères la passe, tu vois. Pas techniquement, mais tu vois, par exemple, voilà, tu disais, tu jouais une demi de Ligue des Champions contre Zavirtine, tu as joué des finales, tu as gagné. Comment tu arrives, tu vois, jour de match? Est-ce que tu as un truc particulier, un rituel ou un truc ou pas? Non, tu vois, avec un peu de... Plus tu joues ce genre de match, plus tu as l'habitude. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pression, parce que j'ai encore beaucoup de pression à chaque match, etc. C'est juste que tu la gères un peu différemment parce que tu as vécu déjà des moments, on va dire, similaires. Le poste de passeur, il est particulier parce que tu peux avoir des journées où tu as l'impression que tu es touché par Dieu et que tu as un coup d'avance sur le bloc adverse, sur
comment tu vois l'équipe, comment l'équipe elle performe, comment tu es précis, tu as tout qui se met, tu vois, qui est aligné Tout qui s'aligne, parfaitement. ouais. Et ça, tu vois, c'est le truc parfait, tu vois. Mais parfois, ça se passe pas comme ça, tu vois. L'équipe adverse, elle est bien préparée tactiquement. Tes attaquants, eh ben, ils sont pas dans un grand jour. Tu as moins de réceps. Donc, c'est plus cette gestion, on va dire, de ce moment-là qui est plus dur à gérer, tu vois, émotionnellement. Et le plus dur, tu vois, c'est de réussir à réinstaurer, tu vois, une confiance dans l'équipe, tu vois. Et le passeur, il est forcément important dans cette gestion-là, tu vois, dans retrouver la confiance des joueurs, tu vois, pour qu'ils soient performants, tu vois. Pour expliquer un peu, vous avez des analyses vidéo, vous avez des plans de jeu, vous savez comment jouer, qui bloquer, où est-ce que vous devez vous placer en défense sur tel attaquant, etc. À partir de quel moment tu décides de sortir complètement du plan de jeu? Est-ce que ça t'arrive, tu vois, de te dire, ok, là, ce que je fais, ils l'ont lu en face, parce que eux aussi, les adversaires font de l'analyse vidéo, tu décides de complètement réinventer comment tu distribues? Je pense qu'en vrai, l'analyse vidéo, elle est importante, tu vois, la préparation du match, de regarder comment l'équipe adverse, elle joue, etc. Mais un passeur, il a toujours son idée un peu de comment il joue, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que t'as beau, par exemple, je vais prendre mon exemple, t'as beau me dire, Ben, ils te suivent petit côté, je suis un passeur de petit côté. T'as beau me le dire, c'est pas à 24-24, tu vois, je vais jouer petit côté parce que je me sens plus fort là-dessus, tu vois. Donc je pense, tu vois, que après le petit côté, ça veut pas dire que derrière, tu vois. Par exemple, si je recule, ça veut dire peut-être la fixe, peut-être la pipe, tu vois. Mais tu vois, je pense que un passeur, il a toujours, on va dire, je veux dire, les meilleurs passeurs du monde, ils ont leur Zone de système, tu confort, vois. ouais. Tu prends un mec, Christensen, tu vois, tu sais très bien que tout le match, il va jouer fix pipe. Tout le monde le sait, mais il le fait trop bien. Et il va le jouer à un moment précis, il va le jouer à un moment, il va te mettre une balle en 4 à un moment qui va te faire un peu écarter. Derrière, il va rejouer fix pipe, tu vois. Toute cette construction, tu vois, le passeur, il l'a. Mais chaque passeur a un peu son système de jeu, tu vois. Bruno, tu savais qu'il sortait du filet, il a cette fixe arrière avec Lucas, tout le monde la connaît. Ouais. Mais elle marche, tu vois, et il va la faire, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui sont ancrés dans les passeurs, tu vois, et qu'ils ont, tu vois. Il y a l'analyse vidéo, mais après, il y a la gestion aussi du moment, tu vois, du passeur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être, sans citer de nom, hein, tu vois, de coach, mais d'être complètement en désaccord avec la manière dont un coach aurait voulu que tu joues? Ouais. 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 Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes Moi, je joue pas? pas bien. En règle générale, je joue pas bien, tu vois. Je joue pas bien parce que je me sens pas libre, tu vois. Je me sens pas dans mon système, je me sens pas libre. Enfin, c'est pas moi, quoi. Je joue pas comme j'aime jouer, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut être tout le temps, tu vois, le plus créatif, etc. Mais comme j'ai dit, je pense que chaque joueur a un peu ses points forts et il faut qu'il reste sur ses points forts. Après, qu'il s'adapte un peu au bloc adverse, etc. Oui, mais ses points forts, il faut qu'ils soient forts. Il faut que le coach il les sente et que tu travailles dessus et que l'équipe joue le mieux possible avec ses points forts du passeur, tu vois. Comment tu fais quand tu te retrouves un peu sans solution? Parce que, évidemment, t'as beau jouer avec des joueurs qui sont ultra talentueux, des mauvais matchs, d'un gars ça arrive, de deux gars ça arrive, etc. Et je pense que ça t'est déjà arrivé des situations où tu te dis, mais qui va faire le point, tu vois? Comment tu t'essayes un peu de remettre les gars en confiance et tout? Parce que c'est pas facile à gérer, je Ouais, bah pense. c'est déjà les remettre dans les conditions qu'ils aiment, tu vois. Un gars qui, tu vois, il y a des joueurs, ils ont besoin, par exemple, de se sentir en confiance. Pour bien attaquer au poste 4, par exemple, ils ont besoin d'être en confiance sur la pipe, tu vois. Donc les remettre, par exemple, sur les rails un peu, en leur donnant des pipes pour qu'ils reprennent la confiance et que derrière, eh ben, ils soient reperformants au poste 4. Ou un pointu qui à un moment a du mal sur balle haute, tu vois. Je dis n'importe quoi, il a du mal sur balle haute. Mais par contre, sur balle accélérée, eh ben, il est performant. Tu vois les statistiques. Tu vois, ça vient du banc. Et le coach adjoint, il te dit, ou le coach, il te dit, regarde, lui, il est performant sur les balles rapides. Donc remets-le dedans sur les balles rapides. Donc c'est aussi, tu vois, un peu ce travail que tu as avec le banc, avec le staff, etc. Mais ça arrive, ou ça m'est arrivé, mais des dizaines, des cinq, où tu sais pas quoi faire, tu vois, sur des matchs super importants. Demi-finale contre la Bulgarie à l'Euro, là, en 2015.
On se faisait exploser 2-0. Et j'étais là, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et après, c'est pas que le rôle du passeur. Hein. Non, C'est pas... Mais tu vois, quand tu as un gars qui va sortir un peu de son chapeau et qui va faire 2-3 coups de génie comme Erwin, tu vois, il va remettre un peu de l'énergie à tout le monde, de la confiance à tout le monde, et bam, 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 ça remonte, tu vois. Mais t'as des matchs où le passeur, il est en galère, tu vois, il sait pas quoi faire, et c'est dur, hein, c'est dur comme sensation. Est-ce que ça t'arrive deux fois de te dire le passeur d'en face, je l'ai tué ce match-là, tu vois, techniquement parlant. Pas de la vantardise, tu vois, mais... Non. Pas le passeur adverse, mais l'équipe adverse, tu vois. Ok. J'ai jamais ce rapport, entre guillemets, avec le passeur, tu vois. Il y a des passeurs que j'adore, vraiment, hein, que je joue contre eux et tout. Comme je t'ai dit un peu, c'est quand tu as ces sensations de coup d'avance, là, c'est incroyable, tu vois. Quand tu as l'impression de maîtriser, tu vois, le match. Comme si tu as l'impression, tu sais, que la balle, elle arrive dans tes mains et que presque le temps, il ralentit, il s'arrête. Et que tu sais ce que tu dois faire et que ça va marcher, tu vois. Il y a des matchs où vraiment tu as cette impression-là. Tu vois. Quand est-ce que ça se produit? Est-ce que tu as identifié des schémas un peu où ça se reproduit quand toi, par exemple, je sais pas, ça peut être tout et rien, je sais pas, t'as bien dormi, la semaine tu t'es bien entraîné ou ce genre de truc? On en a discuté avec Antoine avant la demi-finale des Jeux. À Paris? À Paris, ouais. Et je suis pas sadomaso ou quoi, etc. Mais j'ai fait des très très grands matchs quand je me sentais un peu blessé, le dos bloqué, mal au genou, mal, tu vois, n'importe où, enfin, tu vois, mal au mollet, tu vois, parce que tu te détaches un petit peu du match. Et il te reste que ta technique, quoi. Et il te reste que, tu vois, et avant le match de l'Italie en demi-finale des JO, je pense qu'il en avait parlé, Antoine, il se coiffe et je sais pas ce qu'il fait avec son pot de gel, il se casse, il se coupe le doigt avec le pot de gel en verre, tu vois. Et il s'était fait une belle entaille, hein, vraiment. Et du coup, le médecin, tu sais, il lui met une espèce de colle ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il lui met un mauvais pansement. Enfin, mais il était en flip de savoir s'il allait pouvoir jouer. Ok. Tu vois, vraiment, c'était juste avant le match, tu vois. Et je lui dis, Antoine, tu vas voir que tu vas faire un match de ouf. Et après le match, on a rigolé, tu vois. Et parce que je pense que, tu vois, il était tellement stressé de savoir, de penser à sa plaie et tout que presque il a oublié l'enjeu du match et il a fait un match de ouf, tu vois. Donc je pense que des fois, de sortir un peu de l'enjeu, enfin moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, où vraiment, tu vois, je me rappelle d'un match contre Antoine, contre Piacenza, quart de finale de Ligue des Champions, où on avait perdu 3-2 à Piacenza et je jouais j'avais une déchirure un peu au mollet. Ok. Je ne pouvais pas sauter. Je sautais, je pense que ça, tu vois. Et on joue le match retour. Et pareil, je joue, tu vois, je joue. Et pareil, je ne pouvais pas trop sauter, tu vois. Et on gagne 3-0 et j'ai fait un super match, tu vois. On s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions comme ça. Et encore le matin, je ne savais pas comment j'allais pouvoir jouer, tu vois. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir jouer. Ok, en fait, tu es tellement focalisé sur limite ta blessure. Peut-être sur quelque chose en dehors du truc que le match, tu vois. C'est risqué d'essayer de reproduire quand même. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Ça, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure avec la saison en club, etc. Comment vous décidez de compenser le fait que tu ailles au bloc, tu vois, parce que des fois tu vas, des fois tu vas pas, des fois c'est le R4 qui vient bloquer au centre et le central qui vient bloquer sur l'aile. Et surtout, est-ce que tu penses que c'est plus demandeur pour tes coéquipiers, tes ailiers, ton central, etc., d'essayer de trouver une tactique là-dessus? Non, bah écoute, c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement, qu'on essaie de mettre en place. Ça dépend un peu des attaquants aussi. Ça dépend de plein de facteurs, tu vois, de comment je me sens, c'est pas tout le temps la même chose, tu vois. C'est aussi créer de l'incertitude pour l'attaquant, tu vois. Parce que des fois, il va, tu vois, j'ai n'importe quoi, et ben, il va penser que je suis pas au bloc, du coup, que la diagonale elle va être ouverte. Des fois, je vais rester, du coup, eh ben, la diagonale elle va pas être ouverte parce qu'il y a le troisième gars qui arrive. Ou alors, une fois sur la ligne, il va avoir le grand central qui est comme ça au bloc. Et une autre fois, je vais rester au bloc et je vais être comme ça. Et il va essayer de taper haut, il va taper dehors, tu vois. C'est tout ça, tactiquement aussi, qui est mis en place et on le décide un peu au fur et à mesure du match et comment fonctionne, tu vois, le match, tu vois, je pense. Et est-ce que les attaquants, ils sont tant en réussite que toi face au bloc? Parce que j'en parlais avec Quentin Jouffroy, où ils ont un peu une situation similaire avec Mathias Sanchez, là, du coup, cette saison à Montpellier. Et il disait que, du coup, en fait, les gars, en face, vu qu'ils voient un bloc Petit, pas très haut, tu vois, ils ont envie de planter. Et en fait, soit ils tapent dehors, et du coup, ils sont
pas forcément en termes de statistiques vraiment plus efficace, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que nous, en équipe de France, pendant les périodes où je jouais tout le temps, ça a été une arme. Je pense qu'on l'a vraiment bien utilisé parce que aussi, on a la meilleure défense du monde, tu vois. On était bien organisé en défense, que ce soit Genia, Erwin, Kevin, tu vois. Ces mecs super habiles en défense. Donc, des fois, juste un petit peu de toucher la balle, ça permettait de défendre. Après, des fois, quand le mec est très très physique, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est clair. Donc c'est voilà. clair. Donc, mais je le vis bien, tu vois. J'ai jamais été. Je suis jamais avant un match, je me dis, ah putain, je vais me faire passer au-dessus tout le match. Ouais, tu t'en fous. Ok, moi j'ai terminé un peu cette partie sur les clubs, etc. Parce que mine de rien, ça fait déjà 1h30. Si tu devais garder une défaite et une victoire, genre ta pire défaite en club et ta plus grande victoire, tu sais ce que c'est ou pas? La pire défaite, c'est la finale Ligue des Champions à Turin, avec Contre- HMB. Ouais, contre Zaxa. contre Zaxa. Parce que 2 semaines après, on les explose, mais vraiment, on les explose en championnat. Et on était en pétard, en confiance. Une défaite, c'est celle-là. C'est celle-là qui m'a fait mal. Parce que vraiment, je pense qu'on était capable de gagner. Pour moi, une deuxième Ligue des Champions avec un deuxième club. Et la plus belle victoire, c'est clairement la victoire en Ligue des Champions contre Trento avec Zaxa. Ouais, tu mets vraiment la Ligue des Champions sur pas un piédestal, mais c'est vraiment ça démultiplie les émotions parce que tu joues contre les meilleurs du monde quoi tout le temps. Ouais, et tu sais que tu vois la statistique, mine de rien, la statistique de dire combien de joueurs français l'ont gagné, tu vois, elle est pas énorme, tu vois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important, tu vois. Bon, t'en as parlé des joueurs français et de l'équipe de France. Faut que j'en parle un peu quand même. Même si je me suis pas noté tant de questions que ça. Je vais partir du plus récent et du mondial. Grosse désillusion, grosse déception. Vous en attendiez beaucoup du mondial? Ouais, énormément. Énormément parce que c'est la seule compète qui nous manque, tu vois. C'est la seule médaille qui nous manque. T'es très proche en 2014 avec une petite partie de l'équipe qui est encore là. Même en 2022, tu vois. En 2022 où on perd en quart contre l'Italie 3-2, tu vois. On menait dans le quatrième, tu vois. Je pense que là, pareil, si on gagne ce quart de finale, on revient au moins avec une médaille, je sais pas laquelle. Ouais, c'était clairement très très dur. Surtout qu'on a fait une très bonne préparation, tu vois. C'est ce que, enfin, on avait pu en parler, etc. Tout le monde me disait la même chose, quoi. Ouais. Que vous étiez acéré. Ouais, on s'entraînait bien, on avait gagné tous nos matchs amicaux, on avait bien joué contre le Brésil juste avant, on avait très très bien joué le premier match contre la Corée, même si le niveau était moins bon. moins bon, mais c'est toujours, tu vois, tous les signaux étaient ouverts, tu vois, je veux dire, pour commencer. À part des petits pépins physiques, quoi, Oui, à droite oui, à gauche, mais ouais. ok. Ouais, c'est vraiment le match contre la Finlande qui a fait tout basculer, quoi. Ouais, parce qu'il te met le doute. Vous vous êtes fait surprendre par la Finlande? Ouais, clairement. Parce qu'ils avaient déjà fait un bon match aussi contre l'Argentine, où ils avaient un peu surpris, enfin que l'Argentine avait gagné, je sais plus si c'était 3-2. 3-2, je crois. On était prévenus, mais peut-être qu'on s'est dit, ouais, ils rejoueront pas comme ça, tu vois, je sais pas. Maintenant, dans le volleyball mondial, les mecs, ils jouent bien. Hein, ils jouent bien. Hein. Alors oui, sur le papier, t'es plus fort, mais si tu ne montes pas sur le terrain, tu perds. Donc à ce moment-là, on n'a pas bien joué, eux, ils ont très bien joué et on a perdu. Ouais. Il y a un truc qui ressort souvent, j'en parlais ce matin avec Anton Bremeux. Quand vous êtes dans un état de flow un peu, tu vois, où toute l'équipe est connectée, on a l'impression que vous êtes imbougeable, quoi. Mais genre intouchable, tu vois. Ouais, ça c'est arrivé quelques fois, ça arrive pas tout le temps. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est un peu comme situation un peu de passeur là où tu te dis il y a des jours où et c'est pareil, il y a des moments dans une compétition où tu as l'impression que tout est aligné, tu vois. Pour moi, les JO à Paris, c'est ça quoi. Tout a été aligné quoi. C'était une mission, tu sentais que c'était une mission pour les 13 mecs, parce que je mets team dedans, tu vois, pour aller chercher une médaille olympique, tu vois, à la maison. Et tu sentais que tous les jours, dans tout ce qu'on faisait, on était déterminés pour ça, tu vois. Et que tous les changements que Gianjo il a fait, ils ont marché, mais tout le temps, tu vois, parce que dans la tête, tout le monde était prêt à faire ce qu'il devait faire pour arriver à cet objectif-là. Est-ce que la demi contre l'Allemagne, ça a vraiment tout changé? Le quart. Le quart, ouais. J'ai dit quoi, la demi? Ouais, pardon. Le quart. Le quart, Vous êtes fait peur. On s'est fait très peur parce que l'Allemagne jouait très très bien. Comme d'habitude, on est con, tu vois, parce que tu sors de la poule et tu prends l'Allemagne. T'es content en soi un peu de jouer contre l'Allemagne. Voilà, ouais. clairement.
tu te dis, tu as évité l'Italie, tu as évité le Japon qui jouait très bien, tu as évité. Donc, tu es un peu content, tu vois, mine de rien. Et sauf qu'eux, ils sont déter à te sortir, tu vois. Tu es très bien préparé, ils ont très bien joué. Et le public, il nous aide à revenir dans le match, tu vois. Il nous aide à revenir dans le match. Et je pense que là, on se remet les pieds sur terre après ce match-là, en se disant, putain, on s'est fait peur, tu vois. Et là, les gars, maintenant, on y va, quoi, sans réfléchir, tu vois. Alors c'était Erwin qui disait ça en interview il y a quelques années, que vous aviez un peu perdu ce truc de jeu, tu vois, que vous étiez que vous essayiez d'être dans le défi physique et que justement pour les Jeux de Paris, vous alliez essayer de retrouver ce truc. C'est à partir du moment où tu gagnes un rallye, tu vois, un moment important dans le troisième, ou peut-être tu fais la bascule où tu passes devant, tu sais, tu commences à sentir l'équipe adverse qui va commencer à douter, toi tu prends beaucoup d'énergie, tu sens que l'énergie, à un moment donné, elle a changé, tu vois. Elle est passée du côté allemand au côté français, tu vois. Et à partir de là, tu vois, tu as l'impression que plus rien t'arrête, tu vois. Mais on n'était pas serein à 2-0. On n'était pas serein à 2-0, tu vois. Est-ce qu'il vous a fait plaisir le carton rouge de Tobias Kriek? Ouais. Ouais. J'en parlais avec Anton ce matin, il disait que ça avait un peu changé aussi la dynamique du match. Ouais. Après, c'est un fait de jeu. Hein, mais c'est un fait de jeu, hein. C'est un fait de jeu. Surtout que c'est marrant parce que c'est Erwin qui parle, qui chambre, qui regarde. Et derrière, tu as un gars qui regarde et qui parle et qui prend un carton, tu vois. C'est le monde un peu à l'envers de temps en temps, mais il est fort pour ça aussi, tu vois, Erwin, pour aller jusqu'au bout du truc. Dans la limite, voilà, dans la limite, sans la franchir. Ouais. Tu as connu un peu toutes les versions récentes de ces équipes de France. Est-ce qu'il y a vraiment une version que tu as préférée, tu vois, pas pour sans dénigrer les gars, les joueurs, etc. Ouais, mais une saison où tu te dis putain, avec les mecs là, on s'est vraiment régalé, quoi. 2015, c'était fort, tu vois. 2015, c'était fort, c'était parce qu'on était en galère. On sortait du groupe 2, tu vois. On avait fait 27 000 km, tu vois, à jouer à droite à gauche contre des équipes moyennes. Pour derrière gagner le groupe 2, aller à Rio pour jouer le Final 6. Je crois qu'on avait joué la finale le dimanche, je crois, contre la Bulgarie. Et on jouait le mercredi contre le Brésil, tu vois, un truc comme ça. Et avec le voyage, les valises qui n'étaient pas arrivées, tu vois, à Rio, enfin, tu te dis, il n'y avait rien qui allait, tu vois, il n'y avait rien qui allait. Derrière, tu bats le Brésil, là-bas, ambiance de ouf, tu vois, enfin, tu sais, cette équipe, elle était, tu vois, en fait, on se prenait pas du tout au sérieux, tu vois. On jouait sans se prendre au sérieux, tu vois, et on kiffait, tu vois. Et on avait bien rigolé cet été-là. De l'été 2015, on avait bien rigolé. Ce qui est fort avec cette équipe et avec ces générations, tu vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux gars qui arrivaient, ils étaient super vite, tu vois, intégrés au groupe. Ils se sont vite mis dans le mood un peu de l'équipe. Autant l'Olympiade à Tokyo, elle a été dure un peu, parce qu'on a très mal commencé, et du coup, c'était au bord d'exploser. Autant à Paris, comme je t'ai dit, c'était la mission, quoi. On était déter, quoi. Et le groupe, il était incroyable en termes de qualité, de préparation, de motivation, de tout. C'était vraiment top. Rio, surtout qu'à Rio, les JO, c'était un peu la désillusion que Tokyo, vous l'avez déjà dit plein de fois en interview, mais vous aviez vraiment cette volonté de ne pas aller à droite à gauche, de vraiment rester ensemble en tant qu'équipe, mais putain, c'est vrai que vous n'avez pas eu un chemin facile, quoi. À Tokyo. À Tokyo, c'était l'enfer. Vous prenez tout de suite 3-0 contre les US, c'est ça? Ouais, en 50 minutes. Après, vous battez une équipe, je sais plus, mais vous reperdez contre l'Argentine. Tunisie, on gagne 3-0, 3-1, mais en faisant un match moyen. Très moyen. Et après, vous reperdez contre l'Argentine, c'est ça? Contre l'Argentine, et derrière, on est dos au mur, tu vois. Vous devez battre la Russie. Fallait qu'on prenne 4 points sur 6, tu vois, pour se qualifier, et on fait un match de ouf contre la Russie, qui débloque tout, là. C'est à partir de là où ça débloque tout, tu vois, la Russie. Sans dévoiler l'intimité du vestiaire, tu vois, mais est-ce qu'il y a un truc qui se passe qui fait que ça y est, tout se débloque, tu vois? Il y a une petite embrouille après les États-Unis, tu vois. Une petite embrouille dans le vestiaire, tu vois. Un truc à la con, tu vois, parce qu'on s'était fait défoncer par les Américains. Et du coup, Christensen, il avait joué tout le match fix pipe et on n'avait pas fait un bloc. Et du coup, Laurent qui dit on pensait qu'on était une bonne équipe au bloc. On s'est fait ouvrir un truc, tu sais, un peu, voilà, tu vois, un truc. Et là, Losco, tu sais, il l'a pris vraiment perso. Et du coup, il s'est levé, il a dit quelque chose. Du coup, ça a un peu levé la parole, tu vois. Et derrière, il y a Genia qui est tout en mode... je sais pas comment dire, mais à la cool. Et tu sais, il était là...
depuis quand on parle après les matchs, les gars? Venez, on rentre au village. Et il prend son sac et il se barre, tu vois, comme ça, tu vois. Ça a calmé tout le monde, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est une petite anecdote, tu vois, comme ça, dans le vestiaire après les États-Unis, tu vois. J'ai vraiment l'impression de l'entendre quand tu le fais. Mais Comment t'as senti le jeu des Français évoluer au fil des années? l'identité de jeu, elle a toujours été la même, je pense. On a toujours été une équipe forte, enfin, qui joue au volley, tu vois, qui sait jouer au volley, qui gère des situations. L'équipe a évolué physiquement, tu vois, avec l'arrivée, tu vois, de Jean, de Steph, tu vois, poste de pointu, tu vois, qui sont vraiment des pointus très très physiques, qui tapent très fort, très haut. L'arrivée de Babar, qui offensivement fait partie des meilleurs centraux du monde. Donc voilà, ça c'est une grosse évolution. L'arrivée d'Antoine, qui petit à petit a pris plus de place dans le jeu, qui apportait bah, cette pression au service, cette pression au bloc. L'Olympiade à Paris, tu prenais le côté droit là, passeur pointu, je veux dire, pour faire le point, faut y aller. Quand tu as bloc formé Losco Jean ou Babar, Antoine, tu vois, faut y aller, tu vois. Donc, tu vois, ça a été une grande évolution dans l'équipe, tu vois. Je pense physiquement, tu vois, déjà. Vu que t'en as parlé, je sais que vous avez toujours eu une très bonne entente avec Antoine, et je sais qu'on vous a posé plein de fois la question, mais comment tu vivais un peu c'est pas un paradoxe, mais le fait, toi, vraiment personnellement, le fait de jouer à très très haut niveau en club et jouer un peu moins en sélection. Ouais, ouais. Non, ça, alors, je vais pas mentir, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que tu gagnes le championnat une fois tous les 2 ans ou presque tous les ans en Pologne, tu joues la finale des champions. Et tu te retrouves l'été à plus jouer beaucoup, tu vois. Donc, je vais pas mentir, c'est pas facile. L'état d'esprit que tu dois avoir en équipe nationale, il est complètement différent de l'état d'esprit que tu as en club, tu vois. Je pense que l'ego que tu as en club, il est différent que l'ego que tu dois avoir en équipe nationale. Parce qu'en équipe de France, en équipe nationale, tu joues pour ton pays, tu joues pour ton maillot, tu joues pour l'histoire de. Ouais, tu joues pas pour ta carrière en fait. Voilà, enfin, tu joues pour ça, tu vois. Et je suis pas le premier, je suis pas le dernier, tu vois. Je veux dire, tu prends l'équipe d'Italie en ce moment. Sbertoli, l'année dernière, il a gagné la Ligue des Champions, hein. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a gagné la Ligue des Champions avec Trento et l'été d'après, Il joue pas non plus. il joue pas, tu vois. Peu. Et tant qu'il y aura Gianelli, il jouera pas beaucoup, tu vois. Il y a d'autres passeurs comme ça, tu vois. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais ce que toujours je me suis dit, c'est que c'est les choix de l'entraîneur. Donc c'est dur tu vois, de le contrôler. Parce que aussi il y a eu des résultats incroyables avec Antoine et qu'il a performé, tu vois. Mais j'ai pas lâché le truc je veux dire, j'étais toujours là, chaque entraînement. Si je pouvais gratter un point, je grattais un point pour gagner, tu vois. Parce que ça restait dans mon ADN, tu vois. De rien lâcher à l'entraînement. Et tu peux être sûr que quand il y a du 6-6, tu vois, ben, je lâcherai pas pour gagner, tu vois. Et je pense que ça aussi, ça a aidé l'équipe à Ouais, grandir, tu vois. ça a élevé le niveau de jeu, bien sûr. Puis, mine de rien, t'avais un rôle quand même, tu vois, important sur le terrain aussi, au jeu, là. Ah, le changement de fin de set sur Ouais. les 3 rotations où tu as 3 side-out à gérer, C'est dur de c'est rentrer dur. comme ça. C'est Ouais. dur, mais en fait, ce que j'ai apprécié dans le sens où c'est que Gianjo, il m'a conditionné à ça rapidement, tu vois. En fait, on avait des matchs amicaux avant les Jeux contre le Canada et il me l'avait dit, tu vois. Il m'avait dit, Ben, s'il y a un problème ou quoi, je te ferai rentrer. Si l'équipe a besoin, je te ferai rentrer. Mais par contre, tu auras ce rôle qu'à chaque set, en fin de set, tu rentreras sur les 3 positions arrière pour faire les 3 side-out. Ton objectif, c'est de faire les 3 side-out pour que l'équipe tourne, pour que Antoine, eh ben, il se pose un peu, voilà. Mais ce sera ton rôle, entre guillemets, tu vois. Donc il faut l'accepter. Il n'est pas facile parce que c'est beaucoup de pression. Mais voilà, c'était mon rôle, quoi. C'était mon rôle. T'as vu des joueurs arriver, des joueurs partir. T'as été là avant cette équipe qui était là et qui a duré des années. Comment t'expliques qu'il y a un noyau dur qui soit resté aussi longtemps et surtout que personne veut partir, quoi? Parce qu'on kiffe. Parce qu'on kiffe, tu vois, l'équipe de France, tu vois. On kiffe y aller. C'est dur, hein. Plus t'avances, plus c'est dur, hein, parce qu'il y a la famille. Tu vois, l'équipe, cet été, on avait loué une maison à Cannes, là, pendant la préparation, on avait une semaine un peu famille. Et du coup, on avait loué une grande maison avec des gars. Et on a fait un barbecue. Et il y avait tout le monde, tu vois. Les gars, les enfants. Et tu te dis, tu vois, c'était 2025.
Et tu te dis, mais c'est trop stylé, quoi. Tu vois, on a tous commencé ensemble en 2007, tu vois, on était, nous, des gamins. Et là, tu as la moitié des gars, ils ont des enfants. Les enfants, ils jouent entre eux. Tu vois, c'est trop stylé, tu vois. C'est des moments aussi, tu vois, qui resteront, tu vois, qui resteront. Donc voilà un petit peu pourquoi on kiffe aller en équipe de France, tu vois. Est-ce qu'il y a un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir selon toi, tu vois? Un mec trop talentueux, mais qui a eu pour X ou Y raison des trucs. Je vais te donner des noms, mais c'est pas des gars qui n'ont pas eu de carrière, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont fait des choses, mais je pense qu'ils ont été freinés par des blessures, tu vois, par des moments, tu vois. Jus, tu vois, Linel, je pense que clairement, j'ai été touché le fait qu'il n'ait pas pu faire les jeux avec nous, tu vois. Au moins une fois, tu vois, pour des blessures, parce que c'était un gars qui apportait mais, tellement à l'équipe en termes d'énergie, de niveau de jeu. Je me rappelle de l'Euro en France, il a été incroyable, incroyable. Un mec comme Thibaut Rossard, tu vois, pareil, qui a eu pas mal de soucis de blessures, etc., qui aussi potentiellement avait quelque chose que peu de gens avaient dans l'équipe de France, c'était sa qualité de service, tu vois. Il y en a d'autres sûrement, tu vois, mais je pense, tu vois, par exemple à ces deux gars, tu vois. Ouais, ils ont pas fait. Ils ont fait Mais une ils ont carrière fait, quand tu même. vois, ouais, c'est pas des gars, je veux dire, c'est des grands joueurs de volley, tu Ouais, vois. ouais. Mais si tu me parles de l'équipe de France, tu vois, voilà, c'est des gars qui auraient pu faire plus de compétitions et être décisifs, je pense, pour plein de compétitions, tu vois. J'entends ça des fois, tu vois, à droite à gauche. Est-ce que tu considères que vous avez l'équipe par excellence, tu vois? Pas en termes de volley, je veux dire, mais Ouais, en termes d'équipe, ouais, vraiment. ouais. Je pense que sur le papier, on n'a pas l'équipe, pas du tout l'équipe la plus forte. Pas du tout l'équipe la plus forte, hein. Je pense tu vas demander à 50 entraîneurs de donner ta Dream Team. Alors ouais, tu vas avoir Genia, mais derrière, tu vas avoir certains qui vont te dire Erwin, mais c'est tout, hein. C'est tout. Mais, mais ensemble, on est là, quoi. On est là. T'as connu t'as connu les premiers titres, en fait, les premiers titres majeurs du volley français. C'est vraiment 2015 qui a commencé à tout débloquer avec la Ligue mondiale, le championnat d'Europe. Mentalement, ouais. Ouais. Mentalement, je pense qu'on a fait. On a pris conscience. En 2014, on avait pris conscience, tu vois, qu'on était capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, tu vois. Et on avait fait un championnat du monde de ouf. Il nous a manqué un peu cette expérience. Et en 2015, tu vois, on est arrivé en début d'été, pas avec la déception du championnat du monde, mais avec la volonté de faire le step en plus pour gagner, tu vois. Je pense que on était comme ça programmé, tu vois. Est-ce que tu penses que le niveau de jeu que vous avez proposé à Paris, c'est l'un des meilleurs que vous avez affiché? Pendant la demi-finale et la finale, ouais. Ouais. Ouais, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait la qualité de réception, qualité d'attaque, qualité de service, pression, bloc défense, tu vois. Non, c'était énergie du public, énergie du terrain, énergie du banc. T'avais tout. T'avais tout. Tu vois, mine de rien, moi, j'ai pas écrit plus de questions que ça sur l'équipe de France parce que c'est vrai que c'est un parcours qu'on connaît beaucoup, mais est-ce que toi, il y a un truc dont tu aimerais parler autour de l'équipe de France ou pas? Quand tu vas en équipe de France, faut pas y aller pour y aller, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu y vas, il faut que tu dédies tout. Ton corps, ton mental, pour l'équipe de France, tu vois. Et c'est dur, hein. C'est dur de le faire sur le long terme parce que c'est usant, parce que tu as les saisons en club, tu as la pression des clubs où tu joues, maintenant la pression de l'équipe de France aussi parce qu'il faut des résultats. Mais il faut te dédier, tu vois, à l'équipe de France. Donc la seule chose que je peux dire, tu vois, c'est que les joueurs intègrent l'équipe ou qui vont les intégrer, il faut qu'ils aient cet état d'esprit, tu vois, de dédier toute son âme vraiment à ce maillot, tu vois, parce que ça passe par ça, je pense, pour arriver à des résultats comme on a pu avoir et comme j'espère qu'on aura pour l'équipe de France plus tard, quoi. Bon, moi, c'était ma dernière question sur l'équipe de France. Des petites questions Allez. rapides en oui-non. Allez, oui, non, allez. Prime Benjamin Tonuti, tu te mets combien à la passe? Prime, Ouais. sur combien? Pas sur 10, mais tu vois, genre en ranking passeur, tu vois. Ah, j'aime pas ça. 6, allez, parce que c'est mon numéro. Est-ce que t'es mauvais perdant? Oui. Est-ce que t'as des regrets dans ta carrière? Non. Où est-ce que tu voudrais finir ta carrière? Je sais pas. Coach Todd, si c'est possible. Oui. Est-ce que le doublé olympique, c'était le summum de ta carrière? Oui. Ouais. Le joueur le plus fort avec qui t'es joué? Erwin. Le plus fort contre qui t'es joué? Putain, je joue avec les deux en fait. Erwin et Léon. Parce que Erwin, il est insupportable.
Quand tu joues contre lui, il est insupportable. Tu te rends fou parce qu'il rigole. Tu te rends fou. Il est bien dans ta tête un peu. Ouais, c'est ça. Parce que t'es français ou parce qu'il Non, arrive il à est te faire comme des ça, jouets? il est comme ça, et après aussi on a notre relation, on va dire, personnelle, tu vois. Un match que t'aimerais rejouer. Demi-finale de l'Euro à Paris-Bercy contre la Serbie. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, qu'on jouait un Euro parfait, on était trop fort et on a mal commencé le tie-break et ça nous a coûté la qualif et j'aurais voulu être champion d'Europe en France. Parce que je pense que si on gagnait cette demi-finale, on aurait été champion d'Europe. Est-ce qu'il y a une règle que t'aimerais changer? Bah là, la nouvelle règle pour moi, c'est n'importe quoi. Le switch en réception là, que tu peux faire quand le gars il lance la balle, tu peux mettre le libéro tout le temps au milieu. Pour moi, c'est abusé, quoi. T'as bien aimé, là, à part celui-là, du coup, les nouveaux changements qui Les sont nouveaux arrivés changements, c'est pas mal. Ouais. Les nouveaux changements, c'est bien, mais celui-là, il est abusé parce que ça change complètement T'as plus besoin de réceptionner, en fait. Tu peux mettre tout le temps le libéro au milieu, quoi. Et donc ça, c'est limite, je trouve. Est-ce qu'on régresse forcément avec l'âge? Non. On joue différemment, mais on régresse pas. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. On n'est pas vieux, on est expérimenté. Quoi. Ouais, c'est ça, on est expert. Est-ce que la retraite te fait peur? Non, parce que je sais ce que je veux faire déjà. Et je sais que tout ce que je fais et ce que j'ai fait depuis le début, je le fais avec beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination et je regrette rien en fait. Donc je sais que je serai comme ça jusqu'au bout en fait. Tu seras un retraité déterminé, quoi. Je serai déterminé. Est-ce qu'il y a une musique qui te motive, tu vois? Un truc que tu dis, putain, ça passe, c'est mon match. Ah, il y a la chanson un peu de l'équipe de France, Bébé de MHD, tu vois. On l'a écouté des milliers de fois parce que c'est à la place de à mon bébé, c'est à mon grébé, tu vois. Ah, du coup, ça y est, c'est bon ça. Celle-là, c'est la note, quoi. Tu regardes du volley même en day off? Oui. Tu regardes trop de volley? Oui. Quand je suis seul, ça va, mais quand ma femme, elle est là... On te le fait savoir que tu regardes trop de volley? Quand ma femme, elle est là, oui. Même les cas de l'équipe de France. Est-ce que tu as déjà volontairement évité un attaquant au cours d'un match? Un attaquant... Chez toi? Chez moi? Ouais, tu dis, oh lui, c'est bon. Lui, c'est... Oui. Il touche plus le ballon du match. Oui. Est-ce que tu joueras encore longtemps en club? J'espère, oui, j'espère. Est-ce que tu as encore la dalle? Oui. Est-ce que tu vois des joueurs qui jouent mais qui n'ont plus la dalle? Oui. Pour toi, c'est incompatible? Oui. La dernière, ton starting six de rêve avec les joueurs à leur prime niveau? Christensen, Mikhailov, Léon, Erwin, Simon, Koranovski, Genia. Et en coach? Moi. Bon, écoute, moi j'ai fait le tour. Hein. Elle est bonne celle-là. Marcelo Mendes. Ça fait 2h08. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ajouter ou c'est bon? Non, ça va. Bon, parfait, merci beaucoup.